Salut Margot, bienvenue sur Gizmo. Salut. Nouvel épisode que je vous propose cette semaine. On va parler prévise en compagnie de Margot, comme je vous disais il y a quelques secondes. Avant ça, je vous le rappelle, ça fait quelques épisodes, mais je ne vais pas vous lâcher. C'est l'apéro Gizmo épisode 2 qui va bientôt se dérouler sur Paris. Ce sera le 7 décembre au bar Les Copains, comme la dernière fois, pour ceux qui y sont venus. À l'occasion de se voir tout simplement en vrai, de discuter, parler 3D, papoter. Donc avant les grandes vacances d'hiver, si vous avez envie d'avoir une petite parenthèse et de rencontrer des gens, cette fois-ci en vrai, pas virtuellement, ce sera l'occasion. Donc notez ça dans vos agendas et on se retrouve le 7 décembre. Petite auto-promo faite. Salut Margot, bienvenue sur Salut. Gizmo. Pour commencer cet épisode, je veux bien que tu commences par te présenter et que tu nous expliques comment tu es arrivé dans la 3D et à t'intéresser à la prévise, s'il te plaît. Bien sûr. Je suis tombée un peu dedans quand j'étais petite, la marmite, le coup de... Voilà, j'étais une enfant qui dessinait beaucoup, j'étais un peu geek avant l'heure aussi, je sais pas, il y avait des ordinateurs à la maison, j'aimais bien ça, j'ai eu des consoles de jeux très tôt, et du coup, tout ça, c'est un peu rejoint quand j'ai commencé à voir les premiers films en images de synthèse, Toy Story ou les premières cinématiques de jeux vidéo, où je me suis dit, mais en fait, il existe un métier où théoriquement on peut faire tout ça en même temps. Et je me suis dit, ah, pas mal, on va essayer de voir de ce côté-là. Mes parents étaient un peu inquiets en se demandant un petit peu qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que ça a vaguement un avenir ou pas et tout. Et donc bon, j'avais 13 ou 14 ans, donc j'avais un peu de temps. Ils m'ont dit, on verra quand ce sera l'heure de faire tes études si t'es toujours motivé. Et malheureusement pour eux, j'ai rien lâché. On s'est renseigné, on a fait des salons des formations. Et voilà, donc j'ai passé mon bac et puis j'ai fait une année de formation artistique pour avoir un book et j'ai postulé à Superfocom à l'époque. J'ai choisi d'aller à Arles, quitte à quitter Paris. Je me suis dit, allez, Valenciennes ou Arles? Je vais plutôt aller dans le sud. Donc je suis partie dans le sud. L'école, ça fait déjà quelques années qu'elle était installée là-bas. Et j'ai passé 4 ans absolument super là-bas. Je me suis fait vraiment des amis qui sont toujours des amis, des collègues de travail par moment encore. Et on a passé 4 années super à créer plein de trucs, à faire des courts-métrages. Et puis voilà, une fois sortie de là, je me suis lancée, je faisais plutôt de l'animation 3D, de personnages. Donc j'ai commencé en tant que freelance à Paris, dans des boîtes comme Sabotage Studio. J'ai bossé beaucoup à Digital District et je faisais beaucoup de la publicité, du clip, un peu de film. Et je faisais l'animation et souvent en animation, on faisait aussi tout ce travail de layout et de caméra. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait beaucoup, de plus en plus, et que finalement c'était l'étape que je préférais le plus parce que j'étais en animation, j'avais pas eu une formation non plus extrêmement poussée à l'époque et je pataugeais un peu. Et j'avais du mal à aller dans les détails. Et en prévis, en layout, je me suis rendu compte que j'étais pas trop mauvaise entre guillemets à avoir des idées à ce niveau-là, à être rapide et efficace. Et qu'en plus, voilà, j'adore le cinéma et tout ce langage me plaisait beaucoup. Et je me suis dit tiens, mais au final, peut-être que c'est ça, un peu plus mon truc que l'animation. Et j'ai eu la chance de partir à Londres. Pour des raisons personnelles, j'ai eu envie de bouger à Londres. Et il y a la boîte qui s'appelle The Third Floor, qui est le studio, donc qui est un studio spécialisé en prévisualisation, qui a ouvert son antenne à Londres au moment où j'ai débarqué à Londres. Et j'ai réussi à être embauchée tout de suite. Et je m'étais dit, allez, c'est un pari, on va voir ce que ça donne. On va voir si ça me plaît, on va essayer de jouer dans la cour des grands à ce niveau-là, et puis advienne que pourra. Et bonne pioche, ça s'est super bien passé. Je me suis éclatée, vraiment, j'ai passé 5 ans super, passé d'artiste à lead et puis à superviseur, donc j'ai réussi à bosser sur plein de projets. Rencontrer pareil, plein de gens incroyables. Et voilà, je me suis rendu compte que oui, c'était un métier très complexe, qu'on pouvait vivre de cette spécialité et faire plein de choses. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant, parce qu'on avait du mal à recruter, d'aller aussi à prêcher un peu la bonne parole dans les écoles, d'aller dire aux jeunes, mais vous savez, cette étape qu'on appelle le layout, quand on vous demande de faire une petite animatique, en général, ça vous gonfle tous, mais en fait, c'est super intéressant et maintenant, c'est mon métier à plein temps et j'aurais jamais cru ça quand j'étais à l'école. Donc voilà, essayer de leur expliquer que ça existe, ce qu'on peut faire, à quoi ça sert et essayer de les motiver, de leur montrer qu'il y a des profils pour qui ça fonctionnerait très bien. Donc j'ai fait ça pendant pas mal d'années aussi. Et puis voilà. Puis après, à un moment, je suis rentrée en France aussi. Je me suis dit, tiens, on va rentrer en France, avoir une famille et tout ça. Et j'ai travaillé pendant 5 ans, jusqu'à très récemment, avec les Android Associés, donc qui est le seul studio de prévisualisation en France, qui fait un super boulot, beaucoup de layouts pour de la cinématique de jeu, beaucoup de layouts pour de l'animation, du film aussi, bien sûr. J'étais associée avec eux, on a fait bouger plein de trucs.
super workflow aussi de travail. Et puis voilà, on a beaucoup formé les gens, les jeunes justement que j'ai formés en école, qu'on a récupérés dans la boîte, qui ont appris aussi. Ça a été vraiment une excellente expérience. Et depuis très peu de temps, j'ai changé de boulot. Je suis passée à la tête d'un département créatif dans un studio de tournage, une solution qui propose une solution globale de tournage et de création qui s'appelle Dark Matters, qui va être annoncée bientôt. Et voilà, je vais être à la tête du département créatif où on aura aussi des services de visualisation pour le film et probablement à terme un virtual art department, donc de la création d'environnements pour projeter dans les murs LED sur le tournage. Voilà, donc une nouvelle aventure qui commence. C'est un nouveau chapitre que tu viens d'écrire quasiment en direct. On a une bonne petite exclusivité là. Oui, ça va être annoncé un peu officiellement sous très peu de jours là maintenant. Et donc voilà, c'est un nouveau projet qui se monte en France et on a la chance qu'en ce moment en France ça bouge beaucoup pour plein de raisons. Après la crise Covid, il y a plein de contenus qui se créent, il y a plein de choses qui sortent. On voit là en ce moment en animation avec ce qu'a fait Fortiche sur Arcane pour Netflix. Il y a un buzz autour de ça monstrueux, absolument mérité, parce que c'est extrêmement qualitatif et ça a concerné, voilà, je pense que j'ai la moitié de mon LinkedIn qui a bossé dessus. Et donc je pense que ça concerne beaucoup de gens et c'est absolument génial qu'on ait ce genre de projet. Et voilà, en film aussi, ça se bouge et on commence à avoir de très beaux projets internationaux qui viennent en France. Et c'est assez génial. On est vraiment à un espèce de moment où il y a tout qui change, le temps réel, le mix jeux vidéo, cinéma et les gros projets qui arrivent en France. Et c'est très, très excitant. Je pense qu'on a à peu près le même fil LinkedIn. Moi, pareil, depuis 4 jours, j'ai que du Arcane qui sort. Il faut scroller quand même un bon moment avant de sortir des posts d'Arcane. Exactement. C'est cool, tu nous as fait une super bonne introduction. En tout cas, on a balayé déjà tout ce que je voulais aborder avec toi comme sujet. Ah bah bon. Non, mais après, c'est bien, il n'y aura plus qu'à repiocher. Et j'aimerais bien commencer directement par la fin, c'est-à-dire que ça bouge énormément, mais on va essayer peut-être de prendre un peu les choses dans l'ordre pour qu'on parle tous de la même chose. Comment tu passes du stade comment t'expliques à ces étudiants qu'en fait ce truc qui est layout et que personne n'a envie d'en faire à l'école, toi tu t'es pris de passion pour ça et qu'est-ce que tu as trouvé dans le layout qui t'a plu autant au point de switcher, de laisser l'animation de côté? Tu disais que tu étais assez créatif, que tu avais des bonnes idées. Qu'est-ce que tu as un peu découvert en t'y intéressant de plus près? Et peut-être un peu plus que la moyenne que des étudiants qui le font à la va-vite. Bah, en fait, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, quand on est à l'école, on nous pousse tous à être des spécialistes, donc de la modélisation, de l'animation, du lighting, du rendu, du compositing, de tout ce qu'on veut. Et cette étape, on nous dit, voilà, c'est une espèce d'étape entre le storyboard et le produit fini, qui est critique. Alors ça, on nous a toujours appris que c'était critique, parce qu'il fallait que le film marche déjà à l'animatique. Mais c'est un peu, bon, bah, faites tout en brouillon avant de le faire bien. Et quand on est étudiant, on a cette espèce d'impatience de mais non, j'ai appris à super bien modéliser, ou alors moi ce que je veux c'est animer avec le rig, machin, truc, etc. Et du coup, on n'a pas la patience pour cette étape-là parce que ce qu'on veut c'est s'en débarrasser très rapidement parce qu'on a l'impression que c'est un truc que nous demandent les profs pour valider un process, mais que nous, ce qui nous attend, le cœur du sujet, là où on va passer les nuits, c'est la suite. Et il y a une certaine réalité, effectivement, quand on fait un court-métrage où, oui, on sait qu'on va passer des heures à galérer à animer les plans, ou à les éclairer, ou à les rendre, ou tout ce qu'on veut. Mais en fait, le processus de création, c'est à l'après-vis qu'il est, c'est au layout, c'est ce moment où, en fait, on fait le film avant le film. Et le but, c'est que normalement, d'arriver à un produit assez fini pour qu'on se dise, OK, maintenant, c'est l'OK, j'ai mes plans, j'ai juste à faire bien et à finir le boulot. Mais toutes les décisions artistiques et créatives, on va dire, de mise en scène, de où sont les personnages dans le plan, de cadrage, etc., on n'y touche plus. Parce que justement, c'est ce travail qui nous a permis de savoir qu'est-ce qu'on regarde, comment on le cadre, avec quelle focale, et du coup, à partir de là, en fait, on peut dérouler un plan de bataille et de se dire, OK, bon bah, tel décor, en fait, on le voit que sous 3 angles, on va peut-être pas le construire en entier, on va construire que ce qu'on voit. Ou alors, bah, finalement, tout ce décor-là, on s'est rendu compte qu'on a filmé avec une focale un peu longue, tout va être flou en arrière-plan. Donc ça sert peut-être à rien de faire des textures 8K pendant 50 nuits. Et en fait, quand on a bien fait sa prévise, derrière, il y a tout qui découle et qui est beaucoup plus simple. Et c'est marrant parce que c'est un truc que naturellement, dans mon groupe à l'école, on avait fait ça. On avait fait une prévise qui fonctionnait super bien, où il y avait déjà tout le film. Et en fait, une fois qu'elle a été loquée et qu'on s'est dit, bah, le film il fonctionne, pourquoi passer notre temps à le réinventer puisqu'on a déjà tellement de boulot pour le faire bien, on est resté loqué sur notre prévise, il n'y a rien qu'à changer quasiment entre la prévise et le film fini, on a juste passé notre temps à améliorer. Et on devait être un des seuls films où on n'a pas fait de nuit blanche, on n'a pas fait de week-end, on a bossé très régulièrement toute l'année, mais on avait un vrai plan de bataille qui a fonctionné. Donc en fait, dès l'école, paradoxalement, j'avais eu la preuve que c'était quand même
pas complètement stupide. Et après, quand je suis arrivée dans le milieu pro, en faisant les deux, bah voilà, moi je cite souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui me tient à cœur, parce que c'est vraiment été le moment du déclic pour moi. J'ai eu la chance de travailler plusieurs fois avec un réalisateur qui s'appelle Édouard Salier, qui faisait des pubs à l'époque super, qui faisait du clip, il a fait beaucoup de clips pour Massive Attack. Et on a un moment, on s'est retrouvés, on a bossé plusieurs fois ensemble avec plein d'autres gens évidemment à Digital District, et on s'est retrouvés dans cette espèce de... On a fait un clip pour le groupe qui s'appelle Justice, qui s'appelle Civilisation, donc c'est un clip avec des bisons qui courent, il y a des statues qui tombent, etc. Et on s'est retrouvés vraiment, il y avait un plan de bataille, et puis les musiciens ont tout remis sur la table, il fallait changer, parce que l'idée de base, il y a eu un tsunami au Japon, ça marchait plus, etc., etc. Et on s'est retrouvés from scratch à dire, bon ok, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire. Et du coup, par un hasard extraordinaire, tous les gens qui étaient dans la pièce à ce moment-là, donc les graphistes et les réals, on a tous brainstormé ensemble, et puis on a commencé à créer des choses un peu from scratch comme ça, de manière très organique. Il était avec nous, on faisait des caméras, il s'asseyait à côté de moi, il dirigeait un autre animateur, etc., etc. Et en fait, c'était absolument génial. Et puis après, il restait avec nous et on a commencé à animer les bisons, etc. Et je me suis rendu compte que il venait me voir, puis il me disait ah ouais, il regardait, puis ça prenait des heures, et il se passait pas grand chose d'intéressant. J'étais là avec mes petits sabots, à les faire bouger. Voilà, c'est long l'animation. Et il me disait ah c'est moins rigolo qu'il y a 3 semaines quand on faisait tout le truc. Et puis en fait, j'ai vraiment bloqué. Je me rappelle vraiment de ce moment où je lui ai dit ah oui. Bah ouais, en fait, t'as raison, mais même moi, je trouve ça vachement moins rigolo qu'il y a 3 semaines où on était là, on sortait 50 caméras par jour, de plein de manières, on les envoyait au monteur, le monteur faisait sa tambouille, etc. Et là, c'était fini, maintenant, fallait animer, quoi. Et en fait, pour plein de gens, c'est le début du sujet intéressant, et pour moi, je pensais que c'était ça, et je me suis rendu compte dans ce cas-là que ça ne l'était plus. Et c'est super intéressant parce que j'ai quand même vachement hésité après à me dire, en France, il n'y avait pas carrière à 100% pour faire ça, donc de toute façon, c'était toujours un espèce de mix. Mais cette opportunité quand j'ai voulu partir à Londres, il n'y avait pas beaucoup de boulot en anime, j'avais pas non plus un très gros niveau, c'était pas simple d'entrer directement dans des grosses boîtes à Londres. Et par contre, mon profil a tout de suite matché en prévis parce que j'avais ce travail de caméra dans ma démo, et j'avais aussi du travail d'animation qui est nécessaire en prévis parce qu'il faut quand même faire bouger les choses. Et pour le coup, ça a tout de suite fonctionné. Et je pense qu'il y a des profils qui peuvent se retrouver là-dedans et que c'est pas simple au début de le savoir en fait. Il faut tester. Quand on a embauché dans quelles que soient toutes les boîtes où j'ai été, on a parfois embauché des super animateurs pour qui ça a été une horreur absolue parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ne pas avoir le temps de faire les choses, ils adorent aller dans les détails, ils étaient frustrés tout le temps. Et à l'inverse, on a trouvé des profils qui, au début, disaient ouais, bon, je vais faire de la prévise, mais je voudrais vraiment faire de l'anime, et qui, en fait, on l'a jamais lâché derrière parce qu'ils ont dit mais non, c'est génial, en fait, c'est exactement ce que j'aime. C'est vraiment comme comparer faire du sketch et faire une peinture à l'huile, quoi. Au final, il y en a pour tous les goûts. Il y a des gens qui sont très bons en sketch, il y a des gens qui sont très bons en peinture à l'huile, et ça fonctionne pas toujours pareil. Et puis c'est vrai qu'il faut rappeler aux étudiants aussi que le layout, ça a souvent été considéré comme le parent pauvre de l'animation. Dans les grosses boîtes d'anime, le département layout, c'était les mauvais animateurs. On les prenait pas en disant vous allez faire du super travail de caméra, on vous demande d'avoir un langage cinématographique, d'avoir une culture, etc. On leur disait écoutez, on vous met là et puis faites vos preuves pendant 2 ans, et puis si vous n'êtes pas trop mauvais, on vous enverra en animation après, qui était le sésame absolu. Donc forcément, ça a jamais fait rêver d'aller en layout. Et heureusement, maintenant, les gens ont compris qu'en fait, non, il s'agit pas de juste de prendre un storyboard et de le refaire bêtement en 3D avec 3 poses d'anime. Il s'agit d'être beaucoup plus créatif que ça. Et même en interne, dans les boîtes, ils commencent à avoir des fonctionnements plus proches de ce qu'on a en prévis, allez, on travaille sans storyboard, on crée plein de trucs et puis on verra plus tard. Et donc, du coup, toute la filière se développe dans des bonnes conditions. Et maintenant, c'est vraiment plus le parent pauvre de l'animation comme ça a pu l'être à une époque. Qu'est-ce qui, d'après toi, a changé pour que toute la filière aujourd'hui laisse un peu plus une place à la prévise et que ce soit plus le parent pauvre ou l'étape un peu bâclée sur lequel on n'a pas envie de passer de temps? Et pour que, entre autres, vous ayez pu monter les Android associés, qui est une place en France, qu'il y ait des studios qui se spécialisent à Londres et qui font ça exclusivement. Qu'est-ce qui a changé d'après toi? Il y a 2 choses. Déjà, il y a la partie animation. Donc la partie animation, c'est là que ça a mis le plus de temps à changer parce qu'on est vraiment dans un process historique qui a toujours fonctionné pareil, qui est on fait un script et puis après, on va passer des plombs à faire un storyboard, on va le valider, et une fois qu'il est validé, on passe en 3D et là, on déroule chaque étape l'une après les autres, et il faut que ça fonctionne comme ça parce que c'est plus pratique, on l'a budgété comme ça, les plannings, on a l'habitude de les faire se chevaucher comme il faut, etc., etc. Donc il n'y avait pas de place pour tiens, on va créer des choses en 3D. C'était no go. Il fallait absolument appliquer ce qui avait été validé en storyboard, etc. Et à côté de ça, il y a la prévise qui s'est développée pour le cinéma. Et pour le cinéma, il n'y a pas cette chaîne de production. Il n'y a pas tout ça. On a un script, et puis Hollywood s'est rendu compte que faire les scènes en 3D avait un intérêt pour planifier plein de choses, pour maîtriser les coûts, pour voir les choses, les montrer à un producteur, parce qu'il n'y a rien, et que
la plupart les acteurs, les producteurs, etc., lire un storyboard, c'est pas non plus le truc le plus intuitif du monde. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait un vrai potentiel et une appétence pour dépenser un peu d'argent, pour voir les choses en 3D avant et pour pouvoir vérifier si ça fonctionne, parce que la problématique du tournage, c'est qu'on a un temps très limité, ça coûte très cher, on a des acteurs, il faut pas gaspiller ce temps-là, sinon c'est foutu en fait. C'est pas comme en 3D où même si ça coûte cher, on peut rallonger un peu indéfiniment les choses si jamais il y a un problème. Et du coup, il y a cette espèce de truc qui s'est créé. Il y a des gens qui, à un moment, se sont dit, voilà, on va se mettre ensemble et on va faire de la tambouille en 3D, on va faire du sketch en 3D, donc on va faire des trucs un peu vite fait. Et qui se sont dit, mais en fait, il y a un marché pour ça, qu'on commençait à créer des boîtes comme The Third Floor et Elon, il y en a plein des boîtes comme ça, et qui, en fait, ont complètement trouvé leur place. Et ensuite, il y a un moment, les gens de l'animation ont un peu regardé ces gens en disant, mais eux, ils s'éclatent, ils sont beaucoup plus libres dans leur création, et nous... Quand il faut refaire une scène parce qu'on se rend compte que ça fonctionne pas, on nous dit attendez, ça va repartir en storyboard, etc. Il y a un moment, c'est ces gens-là aussi, Elon sur Kung Fu Panda, ils avaient fait ça, il y avait des scènes qui marchaient pas, ils ont débarqué et ils ont commencé directement en 3D à faire plein de propositions, et à un moment les gens se sont rendus compte que c'était possible. C'est juste qu'il faut c'est plus efficace quand on est un peu en dehors du pipeline, qu'on n'est pas dans une chaîne bloquée et qu'on fait un peu notre tambouille de notre côté, parce que pour être efficace, il y a un moment, c'est pas sorcier, il faut quand même pouvoir prendre des raccourcis. Et du coup, ça a commencé à se créer. Et puis les gens de l'animation ont fait, mais attendez, c'est super. En fait, c'est beaucoup plus créatif. Et du coup, ils se sont un peu lancés là-dedans aussi. Et en ce moment, en plus, il y a toute la nouvelle dynamique du real time qui fait que maintenant, c'est devenu un paradigme. Voilà, on dit, on peut tout faire en même temps. On peut avoir le réel qui vient, qui édite, etc. Et donc, tout le monde se dit, si on passait à la pratique, voilà, maintenant, on va faire des choses qui font que c'est plus organique, c'est plus spontané, et on sort un petit peu de ce schéma qui existe toujours mais qui tend à se modifier un peu plus, parce que tout simplement, un réalisateur aussi, il y a un moment, il supporte plus qu'on lui dise, une fois qu'il a fait son storyboard et qu'il a même pas été en 3D, que son film il est fini en fait. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, donc ça change aussi à ce niveau-là, pour ces raisons-là, je pense. Ouais, et puis comme tu le dis, ça permet à un réalisateur d'être vraiment conscient de à quoi va ressembler son film et pas être un peu menotté une fois que la 3D est terminée. En réalité, il a plus de mots à dire, mais en réalité, ça va être très compliqué de changer beaucoup de choses. Donc, Ah oui. c'est là où il est un petit peu bloqué. Il peut y avoir un peu une frustration. En tout cas, le film qu'il avait en tête ne ressemble pas du tout à ce qui est réellement produit et ce qui sortira sur les écrans. Ouais. Tu as parlé des productions internationales. Est-ce qu'aujourd'hui, tes productions françaises arrivent à se dégager un budget suffisant pour intégrer de la prévise, ou ça reste juste pour des énormes prods de cinéma où ils ont un budget conséquent? C'est toujours pareil, il y a cette image que c'est Hollywood qui le fait, ils ont les moyens, et donc effectivement il faut dégager du budget pour ça, mais on a essayé, notamment avec les Android, de faire toute une éducation à ce niveau-là non, en fait, comme c'est pour économiser de l'argent au tournage, cet argent il faut le prendre ailleurs, et puis il est vraiment utile en amont. Mais en France, il y a beaucoup de problématiques à ce niveau-là, parce que en général, du coup, c'est les gens qui nous appellent, c'est pas les producteurs du film qui se disent tiens on va faire de la prévise, c'est les superviseurs VFX qui savent qu'ils vont avoir des séquences très compliquées, qui disent oh là là on est mort si on prévoit pas notre truc, mais du coup c'est amputé de leur budget à eux, alors que normalement c'est pas censé vraiment être comme ça que ça fonctionne. En Angleterre, c'est la prod du film, hein, c'est la pré-prod, c'est vraiment pas le budget VFX qui est amputé à cause de la prévise. Et donc il y a beaucoup de mentalités à changer, et il faut tester, leur montrer, il faut avoir la première opportunité pour leur dire mais écoutez, essayez une fois et vous verrez bien. Et au final, avec les Android, on l'a fait sur plusieurs projets de films français. C'est effectivement en général les plus gros budgets, parce que c'est les films qui ont les effets spéciaux. Donc, c'est pas un paradoxe, quoi. Ils ont des budgets, ils ont des effets spéciaux, donc ils se disent, ce serait bien de planifier. Et on l'a fait sur plusieurs films, sur des comédies, on l'a fait sur Le Prince oublié. Là, on a bossé récemment un petit peu sur le prochain Astérix, parce que c'est des films qui, du coup, il y a des moments où ils se disent quand même, on va peut-être un peu dans le mur si on prépare pas un peu mieux les choses. Et donc ça commence gentiment à faire son chemin, à fonctionner. Du coup, les réalisateurs commencent à s'en emparer aussi, à se dire ça existe, ce serait bien de l'utiliser. Mais le problème, c'est que c'est encore un truc où tout le monde pense que c'est réservé à la grosse prod, alors qu'au final, c'est presque moins on a d'argent, plus on devrait faire de prévis, parce que c'est économiquement parlant, il vaut mieux en dépenser un peu en pré-prod et sauvegarder un jour ou deux de tournage que de tout cramer sur place et sans contrôler les coûts, parce que derrière, ou alors c'est qu'on sacrifie la création et qu'on a ce qu'on a, et puis tant pis, quoi. Donc voilà. Dit comme ça paraît évident, mais c'est ça.
Mais on dirait que tu as passé quand même beaucoup d'heures à essayer de les éduquer et les persuader. Quel est le plus gros frein ou encore aujourd'hui, tu as cette barrière et tu arrives pas à leur faire comprendre que ça peut, vraiment changer, leur film et le tournage? Quand tu parles, peut-être à des réalisateurs, vieille école qui, ont jamais fonctionné avec la prévise et ils le voient pas l'intégrer, aujourd'hui à leur fabrication. Souvent, c'est pas les réals le plus gros problème parce que ils ont en général tous une appétence pour au moins essayer, voir ce que ça peut donner. Et puis OK. en général, ils ont tous, à part quand c'est leur premier film, mais ils ont tous eu des frustrations d'expériences, de situations. Ils se sont dit, ouais, ok, si ça avait été mieux préparé, peut-être que j'aurais fait un peu mieux. Donc, des fois, il y a des réals qui veulent pas parce qu'effectivement, c'est pas leur école, entre guillemets, dans le sens où c'est pas leur genre de film et donc ils ont mais la plus grosse barrière, c'est que ce soit pour le réal, le producteur ou tout le monde, c'est on n'en utilisait pas avant, on a réussi à faire les films, pourquoi on en utiliserait? C'est cette espèce d'effectivement de mentalité de se dire ça a toujours fonctionné comme ça et puis on s'en est toujours sorti. Il y a toujours quelqu'un qui a rattrapé le boulot en poste, il y a toujours voilà. Oui, effectivement, les films sont toujours sortis. Après, dans quel état enfin voilà. Et moi, je suis la première à dire. Non, mais je suis pas en train de vous dire que vous pouvez pas faire votre film si vous faites pas de prévis. Je suis juste en train de vous dire, vous savez, il existe des outils pour vous aider dans certaines circonstances qui font que là, aujourd'hui, sur une séquence comme ça, le temps que vous allez passer en prépa va vous permettre de sécuriser des choses, de tester des idées aussi. C'est aussi de la créativité. C'est pour tester des choses qu'on peut pas tester le jour du tournage et après de vous simplifier un peu la vie en planification, de maîtriser un peu plus vos coûts et que ça vaut peut-être un peu le coup de dépenser un peu d'argent pour ça. Mais c'est pareil, hein, il y a des réalisateurs qui travaillent sans storyboard, il y en a qui ne jurent que par un storyboard. Il y en a qui jurent que par un storyboard et quand ils arrivent sur le plateau, ils le brûlent et puis ils font n'importe quoi d'autre. Et c'est la méthode, c'est parce que justement, ils ont eu besoin de se préparer pour se dire je sais ce qui fonctionne, mais maintenant je veux pouvoir tester n'importe quoi d'autre. Nous, ça nous est arrivé de travailler pour des gens, de faire de la prévise et d'arriver sur le set et de faire ah oui, ils n'ont rien respecté. Mais ils savaient qu'ils avaient ça ils savaient qu'ils avaient ça, qu'ils avaient préparé, et ça leur faisait une base de j'ai testé ça, et maintenant, du coup, je peux essayer autre chose. Donc, enfin, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ça. C'est vrai que des fois, j'ai un petit peu de frustration parce que on se dit, mais les gars, mais juste donnez-nous notre chance, laissez-nous vous montrer que ça peut être utile. Et j'ai rarement eu des situations où les gens ont dit, vraiment, votre truc, ça a servi à rien. Ça nous est jamais arrivé. Même s'ils ont changé les plans derrière, ils ont dit, ouais, mais en attendant, on était quand même beaucoup plus préparés le jour J. Et c'est ça qui nous a permis de faire le nouveau plan correctement. Donc, je pense pas que ce soit, voilà, je pense pas que ce soit de l'argent jeté par les fenêtres. Mais bon, forcément, je prêche un peu ma paroisse. Tu pas très neutre sur le sujet, c'est sûr. Exactement. Mais oui, comme tu le dis, c'est un nouvel outil. Après, il faut l'appréhender et soit certains vont suivre à la lettre les prévisions que vous avez pu leur proposer, soit, comme tu le dis, c'est une étape et ça permet de faire évoluer la réflexion et qu'il y ait déjà beaucoup plus de pistes créatives qui soient mises sur la table pour que le jour J, lors du tournage, tous ces tests-là, tu n'aies pas besoin de les faire. Et tu peux C'est peut-être en ça. faire d'autres, mais 75% des tests sont derrière toi et tu as beaucoup plus avancé que reculé. Ce qui peut parfois arriver quand tu es mal préparé. Et ce que tu dis, des fois, ça engendre des coûts, mais aussi des coûts humains où les gens vont juste s'arrêter alors qu'il y a plein d'erreurs qui auraient pu être évitées en préparant un peu mieux. Exactement. Tu nous as parlé de la France, de Londres, quand tu es allé à Third Floor. Qu'est-ce que tu as découvert peut-être là-bas ou qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta manière de faire de la prévise, peut-être en rapport avec les productions sur lesquelles tu as pu bosser les deux expériences, elles ont l'air de se compléter de la manière dont tu le dis. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu es arrivé chez eux et peut-être quelle dimension tu as pris sur la prévise? Il y a vraiment le rapport d'échelle. Déjà, c'est sûr que quand on a débarqué sur ces fameux gros films hollywoodiens, déjà, voilà, découvrir qu'à Londres, tout Hollywood, tout Hollywood tourne là-bas et qu'en fait, il suffit pas d'aller très loin pour pouvoir bosser sur ces projets-là. Je me suis rendu compte de l'ampleur parce qu'en fait, la prévise c'était très mal documenté parce que c'était surtout à l'époque où j'ai débarqué, c'était encore un peu dans l'ombre dans le sens où il y avait encore un petit peu ce truc où on dit pas trop qu'on en fait parce qu'on voudrait pas que les gens pensent qu'en fait c'est pas la magie du cinéma sur le plateau et le réalisateur qui a tous les contrôles et les pouvoirs, alors qu'en fait on travaille avec lui bien sûr et le directeur de la photographie. Et donc il y a eu cette réalisation de ah oui, en fait c'est beaucoup de séquences, c'est beaucoup de temps, ça prend vraiment des dimensions assez énormes et surtout la variation d'utilisation sur il y a tout de suite le rapport au VFX
qui paraît évident, qui est bon, bah ok, si on sait qu'on a un tournage et qu'il y aura des éléments qui n'existeront pas, que ce soit un gros monstre, un vaisseau spatial, un décor ou quoi que ce soit, on se dit ok, ça a une utilité pour éviter les écueils tout le monde est dans un fond vert merveilleux et ne sait pas ce qui se passe, etc., etc. Mais donc ça, on y pense. Mais par exemple, quand j'ai eu la chance de bosser sur un Mission Impossible, j'ai découvert aussi qu'en fait, pour tout ce qui était stunt, cascade, etc., c'était hyper intéressant de travailler en prévise et que c'était pas forcément lié à des effets spéciaux derrière. C'était aussi de la planification pour dire, bah non, là, il va y avoir des cascades extrêmement compliquées avec un niveau de danger pour les acteurs et pour les stunts. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prévise d'abord pour que tout le monde puisse se mettre autour de la table, se dire, ok, comment on Enfin, voilà, on a vu les gens, des cascades en voiture avec des accidents, les gens qui se posent la question de comment ils vont riguer la voiture pour que ça fonctionne. Je prends toujours cet exemple, on a fait la fameuse scène où il y a Tom Cruise qui s'est accroché à une porte d'avion et qui décolle. Il fallait avoir un matériel pour aller voir Airbus et leur dire bon, c'est ça qu'on va faire, on va accrocher un type à votre porte, est-ce que vous êtes d'accord et comment on fait ça sans perdre tout le monde en cours de route et sans risquer des choses dramatiques pour les personnes impliquées, quoi. Et donc en fait ça sert à tout, ça sert. Moi, du coup, j'ai fait des réunions où il y a tout le monde, il y a les gens du décor qui regardent et qui font ah ouais, bah en fait le décor qu'on avait planifié, vous l'avez pas du tout cadré comme on imaginait. Du coup, toute cette partie à droite est pas du tout pertinente. Si tout le monde est d'accord à peu près avec ce qui a été cadré et qu'on dit ce sera globalement dans cet axe-là qu'on regarde le décor, on va peut-être l'étoffer plutôt du côté où vous l'avez mis, supprimer des morceaux, changer la place des fonds verts. Parce que brusquement, il y a une première vision de à quoi ça va ressembler. Et on a ça avec tous les départements, avec des costumes. Je me rappelle, je travaillais sur un film qui s'appelle Edge of Tomorrow, il y a des exosquelettes. Il y avait des sacs à dos sur les personnages en permanence, parce que c'était des militaires. Ces sacs à dos, on s'est rendu compte qu'ils nous cachaient toutes les vues, qu'ils étaient en permanence. Quand on voulait faire des plans au-dessus de l'épaule, bah, il y avait le sac à dos, que c'était gênant. Et pareil, ils avaient des baïonnettes au niveau des bras. En fait, ils étaient tous entassés dans des tranchées, ils passaient leur temps à se taper dessus avec. Et du coup, dès la prévise, on a fait OK, on change le design, on enlève les sacs à dos, on enlève les baïonnettes. Il faut simplifier ça. Pareil, tout le monde avait des casques. Il y a un moment, il y a Tom Cruise dans le film, ils se sont dit OK, le plus rapidement possible, il faut qu'il perde son casque. On n'arrive pas à reconnaître qui est qui. C'est le problème de tous les films de guerre qui font qu'en général, ils ont tous des casques un peu custom, etc. Parce que c'est très compliqué de suivre une action quand tout le monde est habillé pareil. Et donc, en fait, ça sert à plein de choses. Et ça, je l'avais pas soupçonné à ce niveau-là. En France, vraiment, comme on touchait à peine à ça et qu'on faisait surtout beaucoup de layout pour des trucs en 3D derrière, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était vraiment là-bas, c'était un truc qui était profondément ancré et qui était nécessaire à tout le monde et que tout le monde nous demandait elle est où la prévise pour ce truc-là, parce que ça servait vraiment de vérification pour tous les départements. Ouais, dit comme ça, je sais pas, combien de... Tous les plans sont faits en prévise ou c'est qu'une partie, ce qui inclut quand même pas mal pour des films d'action, surtout s'il y a des cascades ou des effets spéciaux, c'est quoi 70% des plans qui sont faits en prévise? C'est très variable d'un film à l'autre, en fait. Ça dépend des budgets, mais ça dépend aussi des réalisateurs et des producteurs et de ce qu'ils veulent voir. Enfin voilà, moi par exemple, j'ai bossé sur un film sur Exodus pour Ridley Scott. Ridley Scott, il a pas besoin de prévision en général, il sait ce qu'il fait. Et du coup, il avait plein de plans d'armée que dans un autre contexte avec un autre réalisateur on aurait fait en prévise, parce que on se serait dit bah non, il va y avoir de la foule, il va y avoir de la foule digitale, on va quand même. Lui, Gladiator, tout ça, il a déjà fait plein de fois, il n'avait pas de prévise, ça l'inquiétait pas 2 minutes, il sait comment les filmer. Par contre, on avait une scène avec la scène de la mer Rouge avec un énorme tsunami qui arrivait, qui évidemment n'existait pas au tournage, où là il y avait beaucoup plus de problématiques, où il s'est dit ça, malgré le fait qu'il fait tous ses storyboards lui-même et qu'il l'avait en tête nickel, il y a une vraie utilité pour le jour du tournage, pouvoir se dire comment je cadre mes acteurs, pour savoir où est la vague, etc. etc. Et du coup, il s'est dit, bah, sur cette séquence-là, je le fais. Et du coup, c'était une séquence assez longue, c'est une séquence qui durait quand même 10 minutes, mais là, on n'a fait qu'une séquence du film et on a ignoré tout le reste, parce que tout le reste, il se débrouille, entre guillemets. Donc c'est vraiment, c'est très variable, c'est pas un systématisme. Après, quand vous prenez tout ce qui est gros Marvel, les Avengers, là récemment il y a Eternals, j'ai encore regardé les crédits sur internet, il y a, je sais pas, 70 artistes qui ont travaillé dessus en prévis, c'est monstrueux. Parce que Marvel, sur ce genre de très gros film où quasiment tous les plans sont très très truqués, là pour le coup, c'est quasiment tout le film qui est fait, oui. Il n'y a pas de doute. Ah bon, les plans sont truqués sur les Marvel? Je découvre. Ouais, mais là on est à un niveau où c'est carrément, il y a presque plus un plan où il n'y a pas la moitié du plan qui est truqué, parce que tout est dans la surenchère. Donc c'est du coup, il y a énormément de prévises, effectivement. Ouais, mais ça dépend vraiment, comme tu dis, du réel, et c'est de quelques plans, finalement, tous les plans qu'il faudra faire en prévise, mais Oui. ça dépend complètement.
quelles compétences tu as dû un peu développer pour toi répondre à ces besoins et pouvoir sortir des plans de prévis? Tu as parlé beaucoup de mouvements de caméra, de cadrage. D'après toi, il faut quoi dans sa boîte à outils pour pouvoir être un peu tout terrain, pouvoir bosser sur ce type de production et être comment on dit, un bon prévis artiste? Ouais, tout à fait. Bah, le truc, c'est que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que nous, en France, en général, quand on fait de la prévis, c'est qu'on a fait de la 3D. Et quand on a fait de la 3D, dans pas mal de cas, c'est plus le cas maintenant partout, on vient d'écoles d'animation et Mmh. pas d'écoles de cinéma. Donc, il y a des options maintenant qui vont. Voilà, il y a beaucoup d'écoles, je pense notamment à Artefix, qui font des branches VFX, c'est-à-dire pas animation, mais vraiment effets visuels. Pour former des techniciens dans tout ce qui est extrêmement réaliste, etc., et qui leur forment aussi au plateau de tournage et aux techniques de tournage. Et du coup, ces écoles-là sont beaucoup plus à même à intégrer de la prévise dans leur cursus. Parce qu'en fait, quand je donne des cours de prévise en école, c'est d'animation, c'est plutôt du layout. Enfin, je leur explique ce que je fais en prévise, mais dans la pratique, ils travaillent pour pouvoir faire le layout de leur court métrage d'animation. Et du coup, moi, ce qui m'a manqué, c'est tout le bagage cinématographique. Je Mmh. l'avais en partie par ma passion pour le cinéma. J'allais beaucoup au cinéma, j'adorais, je lisais des essais, etc., sur le sujet. Mais j'avais jamais manipulé de caméra. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé parce que je n'ai pas accès. Mais du coup, il y avait quand même beaucoup de notions techniques à comprendre. Beaucoup de notions sur justement un mouvement de caméra. Quand on le fait en 3D, bon, on met des clés d'anime et c'est sympa, mais en fait, quand on fait de la prévise, on essaye de répliquer des mouvements qui vont être effectués par des opérateurs. Donc, il a fallu apprendre tout ce qui était rig de caméra, tout ce qui était système, voilà, donc les grues, les dolly, les steadicam, les cable cam, les gens passaient des meilleurs. Et donc ça a été de la documentation personnelle, de l'apprentissage, du mentoring aussi par les gens avec qui j'étais à Sortfloor, par exemple, qui m'ont appris tout ça. Et donc, du coup, de découvrir cette vraie curiosité et appétence pour les making-of, pour comprendre le craft, parce que j'y avais pas eu accès dans le passé, et que du coup, ça m'a manqué au début pour être un peu carré là-dessus, parce qu'en fait, il y a la prévisualisation qui va être toute la partie créative, mais il nous arrive très souvent en film de faire découler de ça ce qu'on appelle une tech vise, qui est le blueprint, entre guillemets, pour les opérateurs sur le plateau, qui est, bon, bah maintenant, cette jolie caméra avec ce joli mouvement, voilà, qu'est-ce que c'est dans la vraie vie? Et donc, on commence à faire des diagrammes, on leur dit, bah, la caméra, elle est là, elle va être plutôt sur un dolly, justement, il va falloir tant de mètres de rail, la caméra va être à telle hauteur, etc., etc. Et donc, tous ces diagrammes techniques, il y a un moment pour pouvoir les faire, il faut connaître tout ça. Et en plus, c'est un truc qui s'enrichit parce que du coup, quand on connaît tout ça, on crée plus les caméras de la même manière en prévise. Plutôt que de se prendre à chaque fois le mur en se disant, bon, bah, ok, j'ai fait un truc super, mais en fait, c'est impossible et je vais devoir expliquer à Montréal que le mouvement de caméra qu'il aimait bien, bah, il va pas être tout à fait pareil parce qu'en fait, on s'est complètement craqué et on est passé 4 fois à travers le mur. Je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est des cas en 3D qui nous arrivent tout le temps. Et ben maintenant, très vite, une fois que j'ai compris ce ping-pong, dès la prévise, je prends en compte toutes ces problématiques. J'arrête de mettre des caméras à travers le sol quand je veux faire une contre-plongée, parce que je sais qu'ils vont pas creuser un trou pour cadrer. Enfin, voilà. Et on prend toutes ces contraintes en compte, on les anime plus de la même manière, on y pense un peu pour pas se faire coincer derrière. Et on intègre beaucoup plus tôt aussi dans les discussions avec les directeurs de la photo, par exemple, on leur dit, ok, mais est-ce que vous avez une petite idée de comment vous allez tourner? Quel sera votre lens kit? Est-ce que vous allez avoir une grue? Est-ce que vous n'aurez pas de grue? Si vous avez une grue, elle fait combien de mètres, etc. Pour, dès la créa, pas se brider complètement, mais se dire, ok, on est quand même au moins dans les clous, quoi. On va à peu près dans la bonne direction, et on leur sort pas un super plan hélico s'ils n'ont pas prévu d'avoir un hélico le jour du tournage. Parce que sinon, tout le monde va nous détester. Il y a le superviseur des effets spéciaux qui dit, bah, maintenant, il faut que je fasse tout en 3D. Enfin, c'est, voilà. Donc c'est ce que j'essayais d'apprendre aux élèves quand j'allais en école d'anime, c'était de leur dire, je sais que c'est pas là que vous allez tout apprendre, mais je leur expliquais un peu comment ça fonctionnait, leur disant, si ça vous intéresse, il va falloir creuser un peu le sujet, parce que moi je suis là pour 3 jours, je vous explique un peu, mais nous on a besoin que vous soyez compétents là-dedans, ou au moins que vous soyez assez curieux pour apprendre sur le tas, quoi. Ouais, et comme tu dis là, ça s'ancre, réellement sur la suite, c'est-à-dire, le tournage. Donc tu fais des choix ensuite stratégiques, créatifs en lien avec le matos qui va être nécessaire, pour que, techniquement, ce soit clairement faisable. J'adore l'exemple de la caméra à travers le sol où ils vont clairement pas creuser une tranchée pour enfin se mettre dedans. C'est ça. Ils le font des fois, hein, mais c'est vraiment exceptionnel. Ça veut dire qu'ils nous disent, ok, on veut vraiment ce plan, on veut vraiment ce truc-là, et on a vraiment prévu de se mettre en contrebas, mais c'est rare. Ouais, mais du coup, toi, tu as vachement bossé pour être calé techniquement et pouvoir, derrière, pouvoir livrer des tech vises, que des techniciens sur place vont pouvoir suivre, à la lettre. Est-ce qu'il y a d'autres types de prévisualisation comme ça, qui sont proposés? C'est-à-dire, tu nous as parlé de la prévise, tu nous as parlé de la tech vise. Il y en a d'autres comme ça qui ont peut-être d'autres fonctions pour, alimenter certains postes de manière peut-être, un peu plus,
épisodiques, mais qui peuvent être très utiles de la même manière que la tech vise sur un tournage. Oui, bien sûr. Alors, il y a eu cette période un peu barbare où on a inventé 15 000 termes différents avec le mot vis dedans. C'est devenu imbuvable pour tout le monde. Et c'est pour ça que maintenant, plutôt que de pas dire on fait de la prévise, on dit on fait de la visualisation au sens large, parce qu'en fait, ça englobe tous ces fameux termes que je vais t'énoncer maintenant. Mais voilà, tout le monde trouvait une nouvelle information. Il y a eu la devise qui voulait pas dire grand chose, qui était le design vise, qu'on appelle maintenant un peu plus le scouting, qui est qu'en fait tu peux proposer à n'importe qui c'est vraiment de la validation d'assets en fait. C'est-à-dire qu'on se dit tiens, on a un vaisseau spatial, on l'a modélisé d'après les plans du Art Department, et ben on va donner à qui veut regarder, que ce soit le mec qui a créé le design ou le réalisateur ou tout le monde, on va leur donner par exemple soit un casque VR, soit un viewer, et ils vont se promener exactement comme on se promènerait on va chez un promoteur immobilier, on se promène dans sa future maison, mais voilà, ils vont se promener dedans pour regarder à quoi ça ressemble, comment on se sent quand on est assis dans le cockpit, est-ce qu'il y a vraiment de la place, est-ce que, voilà, j'ai bossé sur un Star Wars, on a fait pas mal ça sur un nouveau type de vaisseau, on s'est rendu compte qu'un être humain était bien dedans, mais que le robot qui est USO, qui allait être dedans, qui était plus grand, était vraiment tassé, comme il a des proportions un peu bizarres, qui pouvait pas plier les jambes. On a fini par faire une version extérieure du vaisseau et une version cockpit qui n'était pas forcément compatible, mais que tout le monde s'en fout en fait, mais parce que c'est comme ça qu'on résolvait les problèmes. Donc ça s'appelle vraiment le scouting. On peut faire ça sur du décor pour pouvoir dire voilà, on a juste modélisé le décor, maintenant cher directeur de la photographie, viens avec nous, viens te balader, viens tester tes focales avec une caméra virtuelle, viens regarder ce qui se passe, et commence à nous dire finalement là les cailloux ils sont pas au bon endroit, là quand je suis là j'ai ce truc là qui fait une ombre, ça va nous tomber en plein sur les acteurs, il faut le pousser, et voilà, et on travaille de manière itérative très très tôt dans la chaîne de production. Donc voilà, ça c'est toute la partie, il y a tout ce qui est partie virtual prod qui est ce qu'on fait pendant le tournage. Donc ça va être par exemple la caméra virtuelle, avoir des acteurs mocap en même temps, capturer tout ce monde-là en même temps avec la caméra. C'est vraiment la base, c'est ce qui avait été fait sur Avatar, hein. C'est vraiment James Cameron dans un espace de mocap, et lui à travers sa caméra il voit un avis avec le décor dans lequel il est. Donc il y a tout ce travail-là aussi qui se fait. Et il y a un gros morceau qui s'appelle la post-vise, et en fait qui est un truc qui se fait énormément à Londres et qu'on fait moins en France, qui est qu'en général, quand on a fait la prévise, du coup, on a une version des séquences avec de la 3D, certes, pas forcément de très haute qualité, mais qui existe et où tout a déjà été fait. Et du coup, le gros cœur du problème de ces films à effets spéciaux, c'est que quand ils les tournent, il y a beaucoup de fonds verts, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Et donc, ils font tout leur tournage, et puis derrière, le monteur, il se retrouve avec 15 000 techs où il n'a pas toutes les infos pour faire ses décisions de montage, parce qu'il ne sait pas à quel moment va parler le monstre, va sortir du champ, que le vaisseau, quelle trajectoire, il n'a pas toutes ces infos. Donc en fait, l'équipe de prévise, on récupère toutes les techs qui sont sélectionnées, donc les plans sélectionnés, on fait un très rapide track, un très rapide key du fond vert, et en fait on incruste la prévise, et on fait une espèce de V0 des effets spéciaux, qu'ensuite on transmet au monteur, et qui va lui permettre de prendre des décisions éditoriales, de se rendre compte déjà est-ce que c'est la bonne prise, est-ce que c'est la meilleure, ou est-ce que finalement il ne faut pas en prendre une autre, et de faire des choix narratifs en fonction des prises, et de pouvoir faire un peu le tri, et après ce truc-là est utilisé pour budgéter les effets spéciaux derrière, parce que du coup on a une première version qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui permet à tout le monde de regarder et faire ah ok, en fait la cascade là, la grosse simulation d'eau, on avait dit qu'il y aurait qu'un plan, mais ce plan il dure 15 secondes, donc en fait nous c'est pas du tout ce qu'on avait prévu, ça va coûter beaucoup plus cher, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez garder ça? Enfin voilà, on peut avoir une première discussion avec un truc qui a coûté pas très cher, puisqu'en plus il existait déjà avant et qu'on a juste adapté. Donc ça, la post-vis, c'est vraiment un gros morceau aussi, et ça requiert pas mal d'équipes, ça dure longtemps, et du coup on travaille vraiment main dans la main entre les gens du tournage et les vendeurs d'effets spéciaux derrière, qui vont récupérer nos scènes et qui vont bosser avec. Ouais. Voilà, je a peut-être d'autres, des vis trucs, là je vais m'arrêter là pour l'instant, mais voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, et cette dernière étape, c'est de nouveau un fil rouge pour derrière les effets spéciaux qui vont être faits, le montage final, et tu as une feuille de route qui est mise à jour et qui est plus totalement passée ou ouais, totalement dépassée par rapport à ce qui a pu être filmé, et qui aura peut-être plus de sens par rapport au film général. Faut-il encore peut-être remettre un peu de budget pour se le permettre et la mettre à jour, même si beaucoup de ce travail a été fait en amont avec une prévise antérieure, mais C'est pareil, c'est du budget, mais le truc, c'est que c'est vraiment aussi un fonctionnement qui fait que les boîtes de VFX, elles ont un fonctionnement qui est très long.
ça prend du temps de voir une V0 parce qu'eux, ils attendent d'avoir fini leur asset, d'avoir fini le rig, et cetera. En prévise, on a des choses qui sont beaucoup plus rapides et donc en fait, c'est ça qu'on paye, c'est cette V0 qui va sortir, voilà, des fois, les plans, ils sortent il y a une première version du plan au bout d'une journée de travail, alors qu'avec un vendeur de VFX, on se retrouve sur des timelines qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues, qui font que des fois, il faut attendre des semaines avant de voir une V0. Et si on n'est pas dans la bonne direction, s'il faut se rendre compte qu'en fait, il faut faire un reshoot, c'est trop tard. Enfin, donc, en fait, c'est vraiment des temporalités qui n'ont rien à voir. Donc, la justification, elle est très forte. Et en plus, une fois que les monteurs, etc., ont pris cette habitude-là, ils ont du mal à bosser sans parce qu'en fait, ils sont bloqués pendant des mois, des semaines sur des trucs où ils peuvent pas avancer parce que ils ont pas le visuel de ce à quoi ça va ressembler, quoi. Tu le vends bien de nouveau pour que les monteurs l'intègrent et le requièrent de manière un peu systématique. Tu nous as beaucoup parlé là de ton expérience à Londres, de ce que tu as appris, d'un peu la différence entre ce qui se fait du côté anglophone et du côté francophone. Il y a eu un espèce de switch quand tu es, toi, revenu en France où tu as senti que ça pouvait peut-être un peu bouger, que les productions étaient prêtes à intégrer de la prévise. C'était quoi votre ambition au sein des Android associés par rapport peut-être au marché français, même si vous avez bossé sur des productions internationales, pour faire un truc cette fois-ci en France et peut-être essayer de faire bouger un peu les choses de l'intérieur? Les Android, en fait, ils existaient bien avant que j'arrive, hein. Moi, je les ai rejoints en cours de route. Donc, tout le travail de monter la boîte, de démocratiser tout ça, ils l'avaient fait sans moi et ils l'avaient très, très bien fait. Ils se sont heurtés à ces problématiques, eux, dans leur passé. Donc, c'est les Android, je parle de 3 associés, hein, Tristan, Henri et Volsi, qui se sont mis ensemble, qui ont beaucoup bossé ensemble à Attitude Studio dans le passé et qui se sont déjà retrouvés dans ces problématiques ils ont fait de la mocap, ils ont fait du cadrage de mocap, etc. Et les gens l'utilisaient pas de la bonne manière. C'était dans des chaînes de production qui fonctionnaient pas et ils avaient vu aussi ce qui se faisait à l'étranger. Ils s'étaient dit mais non, mais nous on veut faire ça en France parce que oui, ça a du sens, c'est le métier qui nous passionne et donc ils ont voulu créer leur boîte et leur structure et ils ont fait un super boulot à ce niveau-là. Ça a été très difficile parce que partir de zéro pour convaincre des gens qui n'ont pas l'habitude d'en utiliser, ça a été vraiment très très laborieux pour eux et ils ont réussi. Moi quand je suis arrivée, ils avaient déjà fait un boulot énorme parce qu'ils avaient déjà réussi à bosser avec Blur Studio, donc le gros studio de Los Angeles, sur un film chinois qui s'appelle Feng Chen Ben, je ne me rappelle plus de la traduction française. Je m'échappe totalement. Mais du coup, ils avaient fait de la prévise pour eux, ils avaient déjà fait cet énorme truc de faire des séquences pour un gros film à gros budget et ils l'avaient fait de manière admirable. Et du coup, ils avaient déjà entamé cette relation avec Blur qui faisait que moi, quand j'ai débarqué, on était déjà sur des discussions il y avait Love, Death and Robots qui arrivait, il y avait Deadpool 2, il y avait plein de trucs comme ça. Donc ce travail-là, j'ai pas eu à le faire. On a eu à le faire après parce qu'on a cherché à se dire, bon, bah c'est bien bosser avec Blur, mais voilà, il faut qu'on essaie de bosser en France avec des Français, il faut qu'on essaie de faire d'autres choses. Et il m'avait déjà dit, attention, méfie-toi, on a essayé. Et en fait, la manière dont les budgets sont gérés ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, comme on dépend des départements VFX, les mecs sont frileux parce qu'ils ont déjà pas assez de thunes pour faire leur boulot. Donc, il y avait une vraie logique où, en fait, on arrive devant un constat où on fait, OK, effectivement, ça va être très compliqué parce que soit on change toutes les mentalités de tout le monde et il y a un moment où tout le monde fait génial, on y va, soit on se heurtera toujours à un mur parce qu'on pourra jamais le faire bien, parce qu'on sera toujours avec des budgets limités. Et voilà. Et donc, il y a eu des petites opportunités. Il y a eu des fenêtres de tir où, sur une séquence, sur un film, on a pu le faire. Et du coup, ça a fonctionné. Donc, du coup, on nous a rappelé, etc., etc. Mais en France, voilà, on est encore un peu loin de ces pratiques. Et à part si demain, quelqu'un se dit... là, c'est sûr qu'avec avec les majors qui arrivent, les Netflix, les Amazon, etc., qui ont des fonctionnements à l'anglo-saxonne et qui commencent à faire des grosses séries aussi en France, on a un peu une fenêtre de tir parce que les gens connaissent. Quand on en parle avec eux, ils ont cette culture de bah non, on l'a déjà fait, on sait, et on commence à être intéressé pour avoir les mêmes services. Donc ça c'est très intéressant. C'est un petit peu dommage que ça doive passer encore par le fait que c'est les Anglais qui arrivent et qui nous disent bah oui, bah nous on a l'habitude, bien sûr, aucun problème. Chez les Android associés, ils ont bossé avec Blur, mais avec Goodbye Kansas, avec Platige, avec Digi qui bosse avec quasiment toutes les boîtes de cinématiques de jeux vidéo d'Europe. Et donc du coup, il y a un moment, on travaille heureusement avec Capsule en France aussi qui fait de la cinématique. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a pas eu trop de problèmes. Mais je veux dire, on se heurte quand même au fait que tout le monde est intéressé, tout le monde veut bosser avec nous, sauf une grosse partie de la communauté française. Voilà. Après, ça bouge, donc on va être positif. Oui, c'est que, comme tu dis, ça va plutôt dans le bon sens et il y a plutôt un vent de positif à ce niveau-là pour les prods qui bougent. On pourrait en effet débattre
pourquoi ça bouge que maintenant et c'est en effet grâce à eux et aux gros studios et aux gros majors qui débarquent, mais déjà ça bouge dans le bon sens. Ouais. Tu nous as aussi parlé là des productions que vous avez fait en prévisualisant des cinématiques. Qu'est-ce que ça change par rapport à des longs métrages ou des grosses productions que tu as évoquées jusqu'à présent? Est-ce que ça reste toujours le même boulot ou, parce que là, tu as quand même peut-être un peu moins d'effets spéciaux, ça reste peut-être que du full 3D. Qu'est-ce que ça inclut sur la prévise? Et puis peut-être que aussi les délais sont un peu plus courts. Ouais, c'est vraiment différent parce que là, on est vraiment dans du layout 3D, mais on est dans des complexités. En général, les cinématiques de jeu, c'est souvent pour des trailers, donc on est souvent dans des problématiques très similaires à du cinéma, hein. On est dans des scènes d'action, parce on essaie de vendre le jeu, donc on est sur des univers très similaires aussi, hein, en général, des gens avec des flingues et puis des gros monstres. Et je schématise, mais on est vraiment sur des problématiques assez similaires. La différence, c'est que tout est fait en 3D derrière et qu'en fait, le travail de prévis devient aussi du travail de layout, et donc toutes nos scènes sont la base de travail des studios qui travaillent derrière. Donc déjà, on a besoin d'avoir une hygiène de propreté de travail qui est, voilà, on a besoin d'établir des liens avec les studios avec qui on travaille pour faire en sorte qu'on travaille main dans la main et qu'ils récupèrent bien les données de la bonne manière. Et en plus, les caméras que nous créons sont les caméras définitives. En général, elles sont parfois retouchées un petit peu quand l'animation bouge et que du coup il faut recadrer, mais nos caméras sont les caméras définitives. Et donc on a vraiment un copier-coller entre ce qui est fait en prévis layout pour la cinématique et le résultat final, parce que littéralement, c'est les mêmes scènes, c'est les mêmes caméras. Donc on a un niveau d'exigence sur l'animation de la caméra qui est bien plus élevé au final dans le layout 3D pour la cinématique de jeu qu'en prévise, parce qu'effectivement en prévise en général, bon, on fait une première version caméra, mais ça va être tourné par un opérateur derrière. C'est pas grave si c'est pas parfait, c'est pas grave si c'est pas complètement organique ou quoi que ce soit. Là, dans le cadre du layout pour le jeu vidéo, on est vraiment, c'est nos caméras, donc il faut qu'elles soient, voilà, on a des allers-retours sur des micro détails parce que chaque détail compte. Et une fois que c'est validé, en général, c'est à part changement du client X ou Y, en général, c'est tout pareil. D'ailleurs, sur le site des Android associés, vous verrez, il y a plein de comparatifs entre le layout et la cinématique, et c'est assez hallucinant. Et moi, je le montre toujours à mes étudiants en disant, regardez, réfléchissez de quel côté vous voulez être. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils ont juste rien à voir. Mais si vous pensez que vous allez tout créer après, imaginez que vous allez recevoir ça et qu'on va juste vous demander de le faire entre guillemets bien, mais toute la créa, tous les tests, etc., c'est nous qui les avons fait en amont, en prévise en fait. C'est un bon test, encore un bon argument que tu balances en punchline, mais c'est vrai que c'est assez fou sur beaucoup d'avant-après, quand tu vois le blocking, le layout et ensuite le plan final. Sur beaucoup de plans, il n'y a quasiment aucun changement et dont l'animation qui est assez poussée. Et au final, tu te rends vachement bien compte de ce que ça va rendre. Et la preuve, le plan derrière se cale quasiment à 100% dessus. Ouais. Après, en plus sur les cinématiques de jeu, généralement on travaille quand le résultat final est en mocap, on travaille avec la mocap qui va être utilisée derrière. Donc en plus on a l'animation entre guillemets définitive. En général, on fait pas ce qui n'a pas été capturé, donc on fait pas les mains, on fait pas le facial s'il n'a pas été capturé. Mais du coup, on touche pas l'animation, on la blend quand il y a besoin de blender, etc. Mais du coup, l'animation effectivement est très qualitative quand elle est en mocap derrière parce qu'on l'a dès le début. Tu te souviens de cinématiques sur lesquelles vous avez peut-être pu bosser où, pour le coup, ces micro-détails que tu racontais de caméra, de mouvements, pouvaient radicalement changer et ça peut être un peu laborieux de les mettre en place ou de se mettre d'accord sur une version finale, mais à raison parce que beaucoup de choses allaient jouer en fait sur ce mouvement, aussi le mouvement de caméra qui allait être établi. C'est plutôt souvent dans les cinématiques extrêmement réalistes, donc on en a eu. Je pense notamment à une des plus compliquées qui avait été faite chez les Android pour Blur, qui était celle que je confonde pas le nom de code avec le film fini. C'est une de celles qui a été faite pour Elder Scrolls, mais on en a fait plusieurs. Il y en a une qui se passe dans une ville où il y a des cavaliers à cheval qui arrivent et qui a un dragon qui est en train de faire brûler toute la ville et ils affrontent le dragon. Et donc il y a un archer, un mage, etc., etc. Et donc il y a plein de choses différentes et il y a cette ville en destruction avec un énorme dragon au milieu. Il y avait beaucoup de complexité sur plein de choses. On avait de la mocap pour les chevaux, donc il fallait qu'on blend des mouvements. Quand je dis blender, c'est vraiment mélanger parce que forcément un cheval qui galope dans un studio de mocap, il fait deux foulées et puis il n'y a plus de place. Donc en fait on récupère plein de petits bouts d'animation qu'on essaie de merger ensemble pour essayer de faire une animation plus longue. Et il y avait énormément de choses comme ça. Et il y avait beaucoup d'animations de personnages. Je veux dire, il y a un moment, il y a un personnage qui saute sur le dragon. Donc, tout ça est mocapé, mais dans la mesure du raisonnable, dans le sens où il n'y a pas de dragon. Donc, en fait, c'est des gens qui sont câblés. Donc, voilà. Et après, il a fallu assembler tout ça. Et on avait quand même un gros dragon au milieu à animer.
en plus qui n'était pas évidemment pas mocapé. Enfin, en vrai, il a été mocapé pour la blague et puis on l'a pas utilisé. Hein. Ils ont mocapé un humain qui faisait le dragon, ça n'a pas très bien marché. Mais et du coup là, on était vraiment, il y avait beaucoup de problématiques, tout était en feu, il y avait des particules dans tous les sens, et il y avait vraiment cette volonté de caméra très réaliste. Quand c'était pas la caméra qu'il fallait changer, c'était l'animation du cheval, c'était le sort qui était balancé par le mec en arrière-plan, etc., etc. Il y avait beaucoup beaucoup de choses à prendre en compte dans chaque plan. Ça a été très compliqué. Les superviseurs sur cette cinématique ont vraiment 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 eu un gros boulot. Il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que tellement d'éléments jouants en même temps dans chaque plan qu'il y avait toujours un truc qu'il fallait corriger, quoi. Ouais. Et c'est là où t'as pas d'autre choix, c'est juste itérer, continuer à faire des Itérer. propositions, affiner pour trouver un peu le plan parfait où tout sera raconté, surtout quand il y a beaucoup de choses à raconter en un seul plan. C'est là où ça joue un peu à des détails Exactement, et puis c'est vrai qu'en plus, c'est pas toujours facile pour les artistes, c'est une des particularités quand on fait de la prémisse, c'est qu'il faut accepter ces itérations. Il faut accepter que des fois, on travaille pendant plusieurs jours, heures, semaines, mois, et que des fois, tout est jeté à la poubelle et qu'on recommence à zéro parce que c'est le principe d'être un petit peu en pré-prod et être en amont, c'est qu'on est dans les brouillons, quoi. Et les brouillons, le principe, c'est qu'ils peuvent être jetés à la poubelle et qu'ils peuvent être recommencés un nombre incalculable de fois. Et des fois, c'est dur pour le moral de s'accrocher à ça, de se dire ok, j'ai galéré pendant une semaine sur 3 plans, j'avais enfin réussi à avoir un truc potable, et là, le réal du jour au lendemain. Et des fois, c'est pas le réal, c'est le client qui change d'idée parce que le client, il s'en fiche de savoir combien d'itérations on fait. Donc, il dit, bah. Finalement, on a montré ça à un exec qui dit que là, il comprend rien à ce qui se passe parce que c'est pas clair. Ou en jeu vidéo, on a eu beaucoup ça, vous avez fait un truc, c'est très bien, mais en fait, dans le jeu, le personnage, il peut pas faire ça de cette manière-là. Et si vous le montrez dans la cinématique, le joueur risque de penser qu'en fait, il y a une feature, ce qui, en fait, il n'aura pas dans le jeu derrière. Ça nous fait un problème marketing. Des trucs auxquels on n'avait jamais pensé. Et du coup, bah, là, bon, bah, toute cette animation et toute cette séquence ne fonctionne pas. On peut plus la faire parce que elle est basée sur un truc qui n'existera pas dans le jeu. Et tout le monde se demande pourquoi on n'y a pas pensé avant, mais c'est comme ça. Ces personnes n'y avaient pensé avant. Et donc, on recommence à zéro et on jette un pan entier de la cinématique. Je pense à la cinématique dont je vous parlais récemment là sur les dragons, etc. À la base, c'était une cinématique, le jeu, c'est un jeu 18 ans, il y a du gore, il y a tout ce qu'il faut, il y a du sang, etc. Donc la cinématique est exactement dans la même veine. Mais finalement, le client s'est réveillé en disant mais on va la mettre sur YouTube et en fait, il faut qu'elle soit PG-13, donc vue par tout public. Donc retirer tout le sang et retirer les épées qui rentrent à travers les trucs. Et à un moment, c'était très compliqué. On était quand même dans un dragon qui massacrait, qui brûlait tout le monde, et des gens qui l'attaquaient avec des épées. Et il a fallu faire en sorte, par le cadrage, par la mise en scène et par certaines animations, que ce soit pas gore en fait. Et ça s'est arrivé très tard dans le process en fait. Donc voilà, des surprises comme ça, on en a tous les jours. ouais, ça paraît improbable d'avoir des retours qui arrivent si tard où tu dois changer quand même pas mal de choses et essayer de trouver des astuces pour le montrer sans le montrer et que sur le papier ça reste vu même par des tout petits enfants. C'est ça, mais pour nous en fait ça arrive toujours tard parce que on est à la fin de notre étape, mais en fait pour tout le monde c'est justement arrivé au bon moment parce que rien n'a commencé, parce Ouais. que ça coûte pas d'argent entre guillemets ou en tout cas pas trop de refaire maintenant, et donc c'est nous à notre échelle où on est toujours là, mais pourquoi vous avez pas pensé avant? Mais en fait avant il y avait déjà pas grand chose, donc c'est en fait il faut accepter ça, qu'on ait les crash tests et que c'est parce que justement brusquement on fait des choses que les gens les voient et ah mais oui on n'avait pas pensé, mais en fait c'est pas possible, on peut pas faire ça quoi. Et heureusement qu'ils s'en rendent compte à notre étape et pas une fois que les plans ont été rendus pendant je sais pas combien d'heures par les gens de l'équipe de la cinématique définitive. Et ça fait partie du crash test de se rendre compte qu'il manque des éléments ou qu'au contraire ça aligne pas tout, que ce soit le réalisateur, le client ou même derrière tout simplement pour le fabriquer si la prod peut pas suivre financièrement. C'est Tu ça. t'assures que au moins tout le monde valide et que le projet avancera dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a des profils, parce que là on a quand même parlé beaucoup de 3D, plus de layout 3D sur des projets comme pour le jeu vidéo et la cinématique, est-ce qu'il y a des profils qui viennent un peu plus du cinéma où tout ce bagage un peu de filmer, de manipuler une caméra, ils l'ont déjà fait, et certes ils doivent apprendre l'outil 3D, mais ils ont peut-être un peu plus d'idées ou ils sont déjà familiarisés un peu plus avec cet univers-là. Donc moi j'aime beaucoup ces profils-là, et c'est là Donc il y en a. il y en a, mais il y en a pas beaucoup parce que malheureusement le ramp-up d'apprentissage d'un logiciel 3D il est énorme. C'est-à-dire que
c'est pas des softs qui sont très plug and play, donc je suis désolée, j'utilise plein de mots anglais, mais c'est un peu ça. C'est vraiment, c'est pas un truc où on peut le dire, ah tiens, je prends le logiciel et puis en 2 jours, je sais utiliser Maya, même si en prévise, on n'utilise pas 15 000 outils non plus, on n'utilise pas de manière extrêmement poussée. C'est long, c'est laborieux, et honnêtement, on compte beaucoup sur justement toute la nouvelle vague d'outils de real time qui est un peu plus facile à prendre en main pour faciliter ces échanges, parce que moi c'est quelque chose que j'essaie de faire là, notamment dans le boulot que je commence, c'est de faire venir plus justement des gens du cinéma, parce que justement on crée des outils, on crée des caméras virtuelles, donc on enlève l'interface de faut prendre des contrôleurs, faut cliquer, faut mettre des clés, donc faut savoir animer, donc faut comprendre un graph editor. On lui dit non, tu prends la caméra, tu la fais bouger, et puis s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui repasse derrière, on repassera, mais voilà, on essaye de donner redonner un peu plus justement aux gens du métier l'outil. Et moi, c'est quelque chose que je vais chercher beaucoup à faire dans les mois à venir, parce que, parce que, parce que en fait, c'est un peu dommage de se priver de ces talents-là, déjà. Et qu'en plus, maintenant, il y a quand même une vraie appétence aussi de ces gens-là pour utiliser les outils 3D. Et quand ça commence à être démocratisé, ils ont vu toutes les vidéos de Lion King, Jon Favreau, tous ces gens-là les Caleb Deschanel, les directeurs de la photographie qui font eux-mêmes les choses, et ils se disent, bah, en fait, s'ils peuvent le faire eux alors qu'ils n'ont pas fait 5 ans d'école de 3D, peut-être que nous, on peut apprendre aussi si on nous donne des outils un peu simplifiés et qu'on nous met dans des situations où on est accompagné. Et il y a aussi des initiatives qui se développent. Là, j'ai beaucoup discuté avec les gens d'Artefix qui vont créer prochainement une école de cinéma. J'en parle parce que je sais que j'ai vu le news passer officiellement, donc normalement c'est bon, qui va s'appeler 24 et qui se veut une école de cinéma un petit peu différente, un peu nouvelle dans la manière de voir les choses, pas dans le sens où ils vont réinventer la roue du tout, mais dans le sens où ils vont chercher à justement intégrer l'utilisation de ces nouvelles technologies dans leur cursus pour donner plus de cordes à leur arc à tous les gens du cinéma, plutôt que d'être dans le cursus un petit peu classique habituel. Donc une proposition différente qui sera meilleure ou pas, on n'en sait rien, mais qui sera en tout cas va proposer une nouvelle approche, va leur en tout cas donner le background nécessaire pendant leurs études à ces futurs gens du cinéma pour pouvoir être capable de comprendre au moins de quoi il s'agit, de l'avoir déjà un peu manipulé dans le cadre de leur cursus, et ils feront choix de l'utiliser ou pas, parce qu'on parle évidemment toujours d'outils, hein. Il n'y a pas d'obligation à utiliser ça, mais au moins ils auront cette sensibilité et ils se diront, bah tiens, je sais ce que c'est qu'une prévise, j'en ai déjà fait, je sais pourquoi j'en fais pas, et j'ai le choix, et c'est plus un truc comme ça que je dois militer auprès de mon prod si je veux en faire, ou alors au contraire je veux pas en entendre parler parce que pour moi dans ma tête j'ai l'impression que c'est des gens qui font le boulot à ma place et je veux avoir le contrôle. Et du coup je pense que ça, on est vraiment à une croisée des mondes. Je rajoute une couche, c'est qu'on a avec les nouveaux outils, on a aussi tout le monde du jeu vidéo, que ce soit par l'utilisation des moteurs de jeu, mais on a aussi le fait que les jeux vidéo sont devenus maintenant très matures et sont beaucoup plus proches de la cinématographie qu'ils l'étaient avant. Et donc au final, tous les artistes qui font, quand il y a des cinématiques internes au jeu, hein, je parle vraiment les cutscenes, etc., elles sont mises en scène de plus en plus, c'est exactement le même travail que ce qu'on fait en prévise, hein. C'est cadrer de l'animation, faire des choix de mise en scène. Et donc du coup, il y a tout qui se croise en ce moment. Les directeurs de la photographie peuvent être directeurs de la photographie pour le jeu vidéo. Les artistes, bah, en fait, un cinématique artiste, c'est un prévise artiste, mais qui n'a pas généralement besoin d'animer, mais on peut lui apprendre un peu à animer. Et puis finalement, en prévise, on peut utiliser de la mocap aussi. Donc tout se mélange un petit peu, et on est dans l'espèce de phase d'apprentissage où tout le monde se jauge, essaie de bosser ensemble, mais c'est encore un peu laborieux. Et à mon avis, d'ici quelques années, les barrières, elles n'existeront plus du tout. Et ce sera un joyeux melting pot de plein d'univers, et ce sera très très bien, parce que il arrêtera d'avoir ces jugements entre il y a le cinéma, et puis il y a l'animation, et puis il y a le jeu vidéo. Alors on n'en parle pas trop parce que le jeu vidéo c'est pas, alors qu'en fait maintenant c'est plus du tout comme ça. Ouais, et dans ce mélange et dans cette culture, enfin, il y a beaucoup de compétences à apprendre de part et d'autre, et de Exactement. culture et de savoir-faire qui existent dans le jeu vidéo, mais que le cinéma a aussi pompé, et inversement. Mhm. Et c'est cool si les écoles commencent aussi à adapter des cursus pour que des futurs pros aient un bagage beaucoup plus large et soient pas mis dès la sortie d'école dans des cases, à savoir je fais que de la 3D mais je ferai jamais du jeu vidéo, le C'est ça. cinéma je regarde à la télé au cinéma mais en réalité j'ai jamais manipulé une caméra, ce qui était le cas et ce qui est encore le Ce qui est cas encore le cas. jusqu'à 90%, enfin quel cas pour 90% des étudiants. Tu as parlé beaucoup d'outils, en tout cas tu as ouvert ce petit tiroir. De base, la prévisualisation, elle se fait sur Maya, et là, le temps réel est en train de changer la donne, c'est bien ça?
En fait, la prévisualisation, elle se fait sous n'importe quel logiciel 3D. Enfin, moi, au final, dans mon cursus, en changeant de boîte, j'ai changé plein de fois de logiciel. Nativement, à OK. l'école, j'avais pris 3ds Max, donc je travaillais sur 3ds Max. Quand je suis partie à Surflord, j'ai dû apprendre Maya, donc j'ai fait du Maya pendant 5 ans. Quand je suis revenue en France, chez les Android associés, eux, venant de leur background mocap, ils utilisent Motion Builder, qui est beaucoup plus proche d'un moteur de jeu en termes de temps réel, pas en termes de qualité de lighting et tout ça, mais par contre, c'est un viewport qui est très temps réel, contrairement à Maya qui n'est pas du tout adapté au final pour faire des choses en temps réel quand nous on a des scènes très lourdes puisqu'on a parfois plein de personnages, on a plein de décors, etc. Et il faut qu'on puisse voir les choses en temps réel et le viewport il a un petit peu du mal, sauf si tu passes tout en niveau de gris, que tu caches la moitié du décor, mais du coup nous on n'arrive plus forcément à travailler correctement dans ces circonstances-là. Ça a moins d'intérêt, oui. Exactement. Et du coup, ça fait un moment déjà, il y a quelques années, j'avais fait des tests en VR, j'avais fait un pitch sur Unity. J'avais essayé Unity qui commençait à avoir je suis arrivé au moment où ils avaient mis la timeline. C'est-à-dire que c'était le moment où justement l'outil de jeu vidéo commençait à se dire, bah tiens, on va faire un séquenceur. Enfin, ça s'appelait pas séquenceur, le séquenceur c'est le nom dans Unreal, mais c'est pareil. On va enfin mettre des outils pour faire ça, pour faire de la cinématique, pour arrêter d'être dans un moteur qui tourne avec un FPS et dire mais non, on fait du 24 parce qu'on veut une sortie en 24 et du coup on a des clés d'anime, etc., etc. J'avais fait un peu d'Unity, après je me suis mise à Unreal aussi. Avec les Android on a fait du Unreal, on a fait des formations, etc., mais on n'a jamais poussé très très loin parce qu'on était débordé par nos projets qui étaient sous Motion Builder, etc., etc. Et puis maintenant tout le monde s'y met et c'est très bien. Toutes les boîtes s'y mettent, l'animation, le cinéma, etc. Et Unreal a fait un boulot colossal de démocratisation de son outil aussi. Unity a annoncé hier qu'il venait de racheter tous les gens de chez Weta et que du coup il mettait un gros pied aussi dans le milieu du cinéma, même s'il l'avait déjà un petit peu. Et donc du coup, quel que soit le moteur, il y a Blender maintenant pareil, Blender qui a un soft beaucoup plus proche de ce que fait Maya ou 3ds Max, mais qui maintenant a intégré un viewport, son viewport qui est un viewport de temps réel, et donc qui permet aussi de faire des trucs absolument super en prévise. Donc en fait, quelque part, l'outil importe peu, c'est-à-dire que le temps réel apporte des possibilités parce que la clé, c'est l'itération en temps réel. C'est-à-dire que si à un moment, dans la réalité, c'est ça, on a un réalisateur qui débarque, qui s'assoit à côté de nous, et que quand on fait play, ça fait pas play, et ça rame, et ça saccade, ah oui, ça joue, mais que si j'ai caché les trois quarts, etc. En fait, on peut pas créer, et donc on en revient dans des problématiques, dans ce qu'on appelait un peu offline, c'est-à-dire qu'on dit, bah écoute, tu vas prendre un café, je fais un play blast, voilà, et si tu veux bouger un caillou, il faudra que je refasse un play blast, et donc ça, en fait, c'est un tueur de créativité qui fait qu'au final, chacun repart de son côté, et puis bah on fait des reviews quand on a un montage fini à montrer, mais il n'y a pas de création en temps réel. Et les logiciels temps réel résolvent ce problème. Maintenant, il y a toute une adaptation à faire, une formation des équipes, des nouveaux pipelines à créer, c'est pas du tout simple, hein. Les outils existent, mais ils sont très jeunes. Les formations sont pas encore complètement adaptées, donc on patauge tous joyeusement, hein, pour être honnête. Mais par contre, c'est très excitant. C'est très excitant, et quand on a envie de changement, voilà, j'ai eu la chance de faire la fellowship sous Unreal, de tester un petit peu, de faire un court métrage là-dessus. C'est difficile de revenir en arrière après, parce que c'est beaucoup plus rapide en fait, tout simplement, et beaucoup plus créatif. Là, tu nous as parlé de ce que ça change, toi, si tu fais de la prévisualisation et que tu es en train d'essayer d'échanger et ou de savoir quel plan tu vas pouvoir proposer en itérant beaucoup plus rapidement et en gagnant du temps. Limite, tu fais beaucoup plus de propositions en 1 heure ou en une journée que précédemment sur un Maya, sur un 3ds Max ou autre. Qu'est-ce que ça change aussi peut-être sur un tournage, que ce soit fait en temps réel? Est-ce que c'est mieux intégré? Est-ce qu'ils vont avoir, eux, une utilité? Euh, Ça dépend ce que tu fais derrière avec ton matériau. Donc, c'est-à-dire que si c'est en temps réel, l'avantage, c'est pas que le fait que ce soit en temps réel, c'est les outils qu'on va mettre en place avec, par exemple le scouting, la caméra virtuelle, etc., font qu'on va beaucoup plus facilement pouvoir dire au réalisateur, au directeur de la photographie, à plein de gens, genre venez, allez, prenez le truc, regardez, ça réagit. Ah, vous voulez changer un truc, on le change, et regardez, on le change, ça fonctionne tout de suite, vous pouvez voir le changement, il n'y a pas besoin, comme je le disais, de partir, de revenir, etc. Et donc en fait, il y a une espèce de libération des contraintes 3D qui se met petit à petit. Ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas plein de gens qui bossent à faire un pipeline plus efficace, etc., mais on arrive à avoir une espèce de façade un peu plus, je vais encore avoir mon anglais, mais user-friendly, qui fait que les gens se disent « Ah, mais en fait, c'est pas un truc complètement inaccessible ce que vous êtes en train de faire, je peux le prendre en main, je peux le manipuler. Quoi, tu peux bouger le caillou et ça bouge le caillou? Ah, génial, ça paraît bête, mais en fait, c'était pas le cas. » Donc, quelque part,
ça facilite la discussion, ça va plus vite aussi. Nous, on a tout beaucoup plus vite. On a beaucoup moins de problématiques d'attente, de gestion, de attends, il faut que je rentre le fichier pour le mettre dans le montage, qu'il faut que je re-rentre derrière, parce que donc du coup, il y a 2 heures de latence avant qu'on voit un truc fini. Donc nous, pour les équipes, c'est beaucoup plus satisfaisant aussi. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui font que maintenant, et avec les nouvelles techno, on a par exemple tout ce qui s'est posé pour Mandalorian qui commence aussi à arriver en France, c'est-à-dire les projections dans les murs LED. Et donc en fait, au final, toute la création qui est faite en amont va être upgradée jusqu'à un niveau d'être ensuite diffusée en temps réel dans le mur. Et donc c'est les mêmes outils. Et il y a cette même continuation de travail qui fait que oui, le jour même sur le plateau, on peut avoir des changements s'il faut, voilà, dans une certaine mesure évidemment. Mais on peut continuer à itérer parce qu'on est toujours dans de la diffusion de temps réel et dans le vous voulez changer l'éclairage, ok, bzout, on tourne une molette, ça y est, il fait nuit. Enfin, je schématise vraiment grossièrement, mais du coup, ça n'existait pas. À l'époque, quand j'avais bossé sur Rogue One, on avait fait de la projection LED, c'était une des premières fois, on n'avait pas mis en place de système temps réel. En gros, on calculait des 360 degrés, vidéo 360 degrés de prévisualisation, qui étaient ensuite balancés dans le mur de LED, mais il n'y avait pas d'interaction le jour J. Et on appuie sur play, et puis on attend, et puis voilà. Maintenant, on a toutes ces interactions qui sont possibles, et ça change vraiment la manière de faire les choses. Oui. Est-ce que le pendant de ces interfaces un peu user-friendly où n'importe qui en quelques secondes peut s'immerger et faire des modifications et avoir l'impression de faire de la 3D, c'est pas en réalité... est-ce que c'est pas c'est peut-être une libération sur les tournages, mais est-ce que pour tous les artistes, il n'y a pas un espèce de pendant négatif où on a l'impression que leur travail est accessible et que n'importe quelle modification pourra seulement se faire en 2 clics? Le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est qu'il y a on arrive dans ce côté, j'adore, c'est un gif qu'on faisait beaucoup tourner au boulot, dans tous les boulots où j'ai été, où il y a le fameux, on voit un artiste avec quelqu'un au-dessus de son arrière qui fait comme ça, et on voit les toilettes qui bougent de gauche à droite, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On pourrait tomber là-dedans. Clairement, on arrive vraiment dans le... Parce que... avant, en prévise, on avait un côté où de toute façon, bon, c'est un plan de bataille, mais on verra plus tard. Et puis maintenant, on arrive en fait, on a ramené la post-prod en pré-prod. Donc on a un côté où, à un moment, on dit, quand il y a ces histoires de diffusion LED derrière, par exemple, on arrive à un truc en disant, bah là, il va falloir prendre une décision définitive, parce qu'après, c'est dans le mur et c'est fini. Et donc, vous pouvez le refaire en post derrière, c'est toujours possible. C'est juste que vous dépensez 2 fois l'argent, donc là, c'est le producteur qui va pas être content. Mais donc, on arrive à un moment où, oui, effectivement, un peu plus à gauche le caillou, un peu plus à droite le caillou, pour schématiser. Et... après, il y avait des gens qui avaient l'habitude, c'est aussi les gens de la Poste qui viennent en pré-prod, et ils avaient l'habitude qu'on les embête avec ça à ce niveau de détail, donc pourquoi pas. Le truc, c'est qu'il faut, là où c'est très compliqué, c'est de réapprendre à tout le monde que maintenant, il faut prendre les décisions avant. Il faut prendre les décisions définitives. Ça se fait dans tous les autres domaines à part la 3D. Hein. Je veux dire, quand on construit un décor, il y a un moment, il y a le réalisateur qui dit OK, je signe en bas du plan et j'accepte que ce soit ça. Et si c'est pas ça le jour du tournage, bah tant pis. En 3D, il y avait toujours ouais, de toute façon, c'est pas grave, on verra plus tard. Tout est possible jusqu'à la dernière minute, et c'est ça qui aussi malheureusement est le créateur de beaucoup des travers de notre métier. On parle des crunch hours, tiens, on va... Enfin, je veux dire, dans les gros studios de VFX, il y a un moment, on en vient à du pixel, j'allais dire un mot qu'il ne faut pas dire sur un podcast, mais voilà, où ça devient tellement dans le détail et dans le micro-truc du machin que ça perd complètement de son sens. Et que derrière, c'est les artistes qui bossent pendant des jours et des jours et des heures et les week-ends, payés ou pas selon les endroits où ils sont, et qu'il n'y a pas beaucoup de respect pour ça en fait. Alors que quand il y a un moment, les délais sont plus courts en amont, il va falloir prendre des décisions, puis il va falloir les prendre un peu plus vite, parce que bizarrement, j'ai pas l'impression qu'ils shifteront tout le temps en pré-prod, et qu'on aura autant le luxe d'aller dans les détails, et donc je pense que ce que j'espère, c'est que c'est bien aussi de prendre des décisions, parce que nous, on a été en prévise aussi avec des gens qui brusquement tout est possible, et quand on n'a pas de barrière, c'est très compliqué de faire des choix. Parce qu'en fait, on peut toujours refaire, on peut toujours réessayer, on peut toujours recommencer, il y a peut-être encore une version qui est encore mieux. Et il y a un cercle très, très, très connu de tous les artistes dans le milieu, qui est qu'en général, on fait une V1, que tout le monde trouve génial, et puis après on va explorer d'autres possibilités, on fait 50 versions, et en général la version 52 c'est la V1 en fait, et que tout le monde fait ah ouais elle était géniale celle-là, et tu ressors la V1 et ils font ah ouais bon bah en fait ok. Mais des fois il faut faire ces 50 versions pour être sûr que la V1 est la bonne, et je comprends moi dans la mentalité d'un réalisateur pourquoi il a besoin de faire ce process, mais il faut l'accepter, voilà. C'est pas... Et c'est bien que du coup il y a un moment où on me dise bah tu peux faire ça pendant 3 jours, et au bout de 3 jours on s'arrête, parce qu'en fait sinon la V50 ça peut devenir la V200 très vite en fait.
Donc voilà, il va falloir trouver des barrières. En général, c'est pas compliqué, hein, c'est les dates de tournage ou c'est les budgets. Donc il y a un moment, il faut tourner là. Voilà, c'est comme ça. Mais ouais, il va y avoir des changements. Par rapport au délai, il y a toujours des contraintes oui, qui rattrapent et c'est un peu des garde-fous, des deadlines. C'est pas pour rien qu'on les appelle des deadlines où ça arrête cette roue interminable où c'est humain. En réalité, on a tous envie d'explorer et de voir s'il n'y a pas une meilleure manière de le faire, mais c'est un jeu sans fin. On ne sait jamais si c'est la meilleure manière, mais faut l'accepter, il faut se poser et valider. Et, et c'était un peu le super pouvoir de la 3D, comme tu l'as très bien dit, de pouvoir tout changer, de pouvoir tout modifier quasiment jusqu'au dernier moment, mais à quel prix? Et là, ça remet peut-être un peu les choses dans un autre ordre. En tout cas, s'ils veulent pas que leur budget explose x2 C'est pour, ça. pour modifier ensuite par la suite des choses qui vont être un peu plus compliquées à modifier. Tu nous as pas mal expliqué ce que ça allait pour toi changer. Est-ce que tu vois peut-être d'autres évolutions ces prochaines années, soit pour la visualisation, soit plus largement sur peut-être le temps réel, où tu as l'air d'avoir quand même pas mal réfléchi sur le sujet de ce que ça pouvait changer un peu pour l'industrie? Bah, je pense qu'un gros sujet qui est en train de se développer et qu'on voit déjà, on va retomber sur notre profil, sur notre flux d'actualité LinkedIn, c'est le transmédia. C'est que maintenant, il n'y a plus vraiment de frontières avec, c'est l'exploitation de propriété intellectuelle et comment on peut le décliner sous toutes les formes. Parce que maintenant, il y a une maturité, par exemple, quand je fais pas partie de la première génération, mais de la deux ou troisième, de gens qui ont connu les ordinateurs et les jeux vidéo quand ils étaient petits et qui font que maintenant, pour moi, c'est un média exactement le même que le cinéma. Mais la génération des gens comme moi, voilà, ont maintenant 35 ans et sont ceux qui créent les contenus. Et c'est pour ça qu'il y a tout qui se mélange aussi. C'est que bah, maintenant, ça fait partie de la base de notre culture. Et toutes les générations qui viennent derrière, ils les utilisent ou pas d'ailleurs. Mais on a cette culture bah, de l'écran, du jeu vidéo, du cinéma, de la série, de tout ce qu'on veut. Et du coup, en fait, maintenant, le marché, c'est comment on globalise tout ça. J'ai pas envie de parler de tout ce qui est toutes les problématiques de métaverse que tout le monde parle en ce moment, qui sont encore un autre sujet qui fait qu'on va, oui, on va créer des univers parallèles avec toutes ces propriétés intellectuelles qui vont se mélanger, cette déclinaison d'avatars, de trucs, de machin. Ça va exister aussi, mais même juste dans la catégorie plus des médias qu'on utilise. Voilà, Arcane, c'est un jeu vidéo adapté. C'est une licence, c'est un monde, c'est un lore qui est adapté. Et c'est adapté, il y a des jeux vidéo, il y a des tournois de jeux vidéo, il y a de la série, il y aura sûrement des films, j'imagine, il y a des figurines. Et en fait, maintenant, c'est comment on peut exploiter une idée, une licence ou un univers enfin voilà, comment on en crée un univers. Et c'est ce qu'a fait avec Marvel avec le Marvel Universe, c'est ce que fait Disney avec l'univers Star Wars en déclinant. Il y a Mandalorian, puis maintenant il y a tous les enfants de Mandalorian avec toutes les succurrences. Et en fait, tout ce monde vit joyeusement ensemble. Et puis après, il y a des parcs d'attractions, etc., etc. Et en fait, le temps réel, en mettant un outil là-dessus qui est moins, qui a moins les gens qui font le film, les gens qui font la série, les gens qui font le jeu vidéo, et que tout ça se mélange joyeusement, en fait, c'est le partage d'assets. Et donc, c'est qu'en fait, à un moment, tout ça, ça va être les mêmes assets, les mêmes gens, les mêmes choses qui vont pouvoir se passer. Et donc, ça va être beaucoup plus facile de décliner les choses dans plein de médias différents, et brusquement, il y aura plus juste un film sur certains univers, il y aura le film, l'expérience VR, le jeu, la réalité augmentée, et en fait, c'est pour ça que les frontières vont complètement s'effacer, parce que maintenant, en fait, c'est les mêmes outils. Il n'y a plus bah tiens, si on fait un jeu vidéo, il faut refaire tout 3 fois parce que c'est des problématiques de temps réel alors qu'on était sur du précalculé ou je sais pas quoi, tout se dégrade, tout s'améliore beaucoup plus facilement. Et donc en fait, il va y avoir vraiment des discussions de globalisation, de voilà, comment maintenant que j'ai passé, que j'ai acheté une IP, que je l'ai développée et que j'ai créé cet univers et que il y a des gens qui s'y intéressent, comment je peux Alors c'est un peu vulgaire ce que je dis, on parle de marketing et tout ça, mais en fait dans la réalité, pour le contenu, pour les gens comme nous, ça implique juste des expériences totalement différentes. Enfin voilà, moi je me rappelle quand j'étais sur Rogue One, donc on a eu cette problématique de caméra virtuelle, il fallait créer des scènes pour la caméra virtuelle. Le mur LED, c'était une surprise, il a fallu créer ce fameux contenu qu'on a mis dans le mur LED. À un moment, ils nous ont dit, en fait, en prévis, vous êtes bien placés parce qu'on nous a demandé de faire une expérience VR pour la sortie du film. Est-ce que vous pouvez pas la faire en prévis d'abord? Et à un moment, on s'est dit, mais en fait, on a besoin de connaître tous ces médias, on a besoin de connaître et c'est des langages, hein, parce que écrire en VR, c'est pas la même chose que créer en plan découpé, etc. Et donc en fait, on nous demande de tout savoir faire.
Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que à côté, il y avait la 3D où tout le monde se spécialise dans un tunnel de plus en plus de détails, de je suis artiste fur, mais que pour les poils longs et pas pour les poils courts. Enfin, j'exagère, mais on devient tellement spécialisé parce qu'on nous demande un niveau d'exigence au cinéma qui est hallucinant. Et à côté de ça, à l'inverse, avec le temps réel, on nous dit ah non, là, il faut que vous sachiez tout faire. Il faut savoir tout faire et ouvrez votre champ enfin voilà, ouvrez votre champ de capacité à absorber plutôt que resserrez-le. Et je trouve ça personnellement beaucoup plus intéressant. Et sans aucun Ouais. dédain pour les gens qui sont hyper spécialisés. C'est juste que je pense que des fois, on peut aussi se retrouver dans un mur et faire bon, bah, je fais plus que des trucs extrêmement précis. Il y a des gens à qui ça convient très bien, il y a des gens qui se rendent vite compte que c'est pas très rigolo tous les jours, quoi. Mais de ce que tu nous as plutôt raconté au tout début de cette interview, toi, tu aimais pouvoir voir les projets dans leur globalité. Et c'est aussi pour ça que tu t'es éclaté dans la prévisualisation et pas dans l'animation où tu n'avais que quelques plans. Grâce à ça, tu vas avoir une variété de supports où il va falloir comprendre, comme tu disais, les enjeux derrière marketing pour proposer le bon média de communication, que ce soit en VR, que ce soit filmé, que ce soit un peu plus dans un style cinématique avec toujours ces assets qui sont mis en commun pour derrière décliner sur différents supports. Exactement. Est-ce que ça va pas être la foire aux versions 36 de Spider-Man, Marvel et compagnie où on est déjà à se demander est-ce que ça a du sens d'aller voir la version 5 ou la version 10 de tel ou tel film. Là, ça va être beaucoup plus facile d'en sortir en réalité à l'appel. Totalement. Bah, totalement. Et le problème, c'est que ça, on a tous un jugement là-dessus et chacun a le droit de penser ce qu'il en veut. Moi, je suis la première des fois à être un petit peu désespérée de voir que c'est toujours les mêmes univers qui tournent, mais visiblement le public est là. Là, si ça continue, c'est parce qu'il y a de l'audience. Si ça continue, c'est parce que bah oui, ça fonctionne. Les gens vont au cinéma. Enfin, même dans des univers radicalement différents. On se faisait la réflexion l'autre fois que c'était quand même le 25e James Bond qui sortait. Et que bah c'est pas, on n'est pas dans du Marvel, mais il y en a eu 25 des James Bond et que moi je suis toujours contente d'en voir des James Bond en fait. Donc selon ce qu'on aime et les univers qu'on aime, voilà, les gens qui sont fans de Star Wars, mais ils ne demandent que ça, que d'en manger encore plus parce que c'est quelque chose dans lequel ils ont envie de rester en fait. Et pareil, moi j'ai une grosse révolution qui m'a fait faire ce métier, c'est quand j'ai vu Matrix pour la première fois. Je l'ai vu 7 ou 8 fois au cinéma, c'était un truc qui m'a retourné parce que j'étais ado, parce que j'étais sensible à ça, parce que voilà. Et là je sais qu'il y a le 4 qui va sortir et je sais pas quoi en penser, mais il y a une partie de moi qui est quand même heureuse de me dire peut-être que ça va tout ruiner, j'en sais rien, je sais pas, c'est pas le sujet en fait. Mais je suis heureuse de retrouver cet univers parce qu'en fait cet univers je l'aime et donc oui, c'est le 4, et ça, on peut discuter des heures sur est-ce que c'est bien de faire un 4 ou est-ce qu'il ne faudrait pas créer un nouvel univers. Il y a un moment, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment cette familiarité, qui aiment retrouver ces univers, qui aiment s'y réfugier, et voilà, on peut pas aller contre ça, parce que de toute façon, si ça marchait pas, il n'y aurait pas d'audience. Donc, c'est pas... Moi, j'adore quand les producteurs font des choix aventureux et je préférais qu'il y en aurait beaucoup plus. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais il y a une réalité derrière qui fait que bah, le spectateur, il n'en a pas forcément envie. Là, récemment, moi, je tremblais un peu de savoir s'il allait avoir la suite de Dune. Parce que la suite de Dune, elle a été conditionnée à l'audience. Et est-ce que les gens vont voir Dune alors que Dune, c'est un livre quand même très hermétique. Il est connu par tout le monde, hein, mais il faut le lire, et que les gens qui n'ont pas lu le bouquin, est-ce qu'ils allaient aller voir Dune au cinéma, malgré le fait qu'il y avait un casting de fou, qu'il y avait un réalisateur incroyable derrière et tout ça. C'était un point d'interrogation, et c'est assez triste d'en être là, parce que même avec un line-up comme ça, il aurait pu ne jamais y avoir de suite, parce que bah non, ça prend pas. Donc c'est très compliqué de faire vivre aujourd'hui des nouvelles histoires, sans que de toute façon c'est quasiment toujours des adaptations de bouquins, à succès si possible. Mais en même temps, il faut créer du contenu de plus en plus tous les jours, et bah, il y a un moment, il faut bien aussi apporter quelque chose de neuf. Et il y a des succès, bah, je vais être très cliché en parlant de Squid Games, mais c'est quand même la preuve que oui, on peut écrire, bon, c'est basé sur des idées qu'on connaissait déjà, mais c'est très bien fait, et c'est une nouvelle idée, entre guillemets, et ça fonctionne. Donc il y a de la place pour ça, c'est juste que c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Ouais, surtout quand, bah, en réalité, il y a beaucoup de paris qui sont lancés et qui sont pas remportés s'il n'y a pas de public en face. Et c'est peut-être un peu plus facile de prendre des recettes qui ont déjà fonctionné, surtout si les gens sont fans de cet univers. Ça reste très réconfortant, et on peut imaginer dans un futur que bah, cet univers, ils sont un peu plus ouverts, que tu as plein de déclinaisons, et c'est déjà le cas des fois avec des jeux vidéo qui sont déclinés, où tu as un peu ces mondes ouverts où tu peux vraiment te balader, tu as l'impression d'être ce James Bond, pour reprendre ton exemple.
Et là, c'est un kiff. T'es plus seulement spectateur, mais t'es acteur et t'as plein d'autres supports. Et on peut imaginer qu'il y en a bien d'autres qui sortiront encore où on sera vraiment à l'intérieur à pouvoir vivre ces aventures où avant on n'était que distants et qu'il y avait cet écran qui nous séparait de ces mondes qu'on aime retrouver même au bout de 36 fois. C'est ça. La dernière question, surtout tu as l'air d'avoir tellement d'idées et d'être plutôt en phase avec ce qui est en train de se passer. Quel projet te ferait kiffer qu'on te le confie, peut-être à décliner sur énormément de supports Qu'est-ce que tu attends encore de ces prochaines années et quel projet tu aimerais bien avoir Ah, c'est une question difficile parce que j'ai pas de réponse en vrai. Moi, j'ai vraiment été, j'ai vraiment grandi. Ma culture, c'est une culture assez entre guillemets. J'ai pas une originalité, je suis pas allée chercher des trucs de niche, etc. Voilà, bah, un de mes bouquins, je reprends cet exemple, un de mes bouquins de SF préférés que j'ai vraiment dévoré et que j'ai relu plusieurs fois, c'est Dune. Alors donc voilà, quand j'ai appris que Dune allait être fait, vraiment, je schématise un peu, j'aurais pu vendre un rein pour bosser dessus. J'aurais adoré faire partie de cette aventure parce que c'était pour moi un monument qui se concrétisait et c'était exactement la réponse que j'aurais pu te donner. Là aujourd'hui, j'ai pas de réponse toute faite du coup de trucs que j'aurais lu ou que j'aime ou qu'un livre ou une BD ou un truc où je me dis ça j'ai hâte de le voir. Bah, par exemple ça, ils viennent d'annoncer qui allait réaliser l'Incal, donc encore un monument de la BD française qui va être adapté. Enfin ça va plus vite que ce que je pense parce que j'ai pas non plus une culture qui va assez dans la niche pour pouvoir dire ah, moi je connais un truc vachement bien dans un coin que personne n'a pensé à adapter, ce qui n'existe pas d'ailleurs. Mais voilà, moi, j'attends plus de d'autres choses parce qu'il y a tous ces gros univers et en fait moi il y a à titre personnel par exemple je suis une grande fan de David Fincher et j'adore j'adore ses films, j'adore ce qu'il fait, et du coup il va chercher des trucs. J'ai hâte de voir ce qu'il va proposer, continuer à proposer parce que justement il est parfois un peu en dehors des sentiers battus et pourtant il est très connu, mais j'ai hâte de voir comment vont se positionner un peu les cinémas indépendants par rapport à ça, par rapport à toutes ces grosses structures. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme autre proposition à côté parce que bah voilà, il faut qu'il y ait d'autres choses qui vivent et que le cinéma indépendant n'est surtout pas mort par rapport à tout ça et que voilà, on a la preuve. Il y a les paris des plateformes aussi qui donnent des fois des gros coups de pouce à des concepts ou des séries qu'on n'aurait pas forcément soupçonné, qui n'auraient peut-être pas eu leur public au cinéma non plus. Et je pense qu'il y a quand même un vrai boulot de leur part d'aller chercher la perle rare et on a des surprises, on a des bonnes surprises. Du coup, j'ai du mal à moi à voir le truc parfait où je me dis ah ça celui-là j'aimerais bien le récupérer, bosser dessus, ça me ferait plaisir parce que ce que j'ai envie c'est de bosser avec des gens qui ont envie en fait et ça paraît cliché mais juste j'ai pas beaucoup bossé sur les gros Marvel ou sur les trucs comme ça mais il y a parfois cette impression dans les équipes aussi de la succession comme tu dis de ok bon allez on enchaîne c'est le 50e c'est un peu comme toujours la même chose ou quoi que ce soit et euh, et l'effet frais de se dire tiens non, ça c'est différent, ça on va le faire autrement. Ou alors même si c'est une licence qu'on a vue 50 fois, par exemple Mandalorian, c'était une nouvelle tech sur l'univers de Star Wars. Voilà, maintenant il le décline en plein de fois, mais quand j'ai bossé sur Rogue One, c'était le premier spin-off. Et c'était pas la saga Skywalker, on faisait autre chose avec un autre langage, avec des nouveaux personnages, une nouvelle manière de raconter l'histoire, et on était dans l'univers de Star Wars, mais tiens, on est le premier film à part. Et ça, c'était génial. C'était par exemple, tu vois, il y avait une excitation, alors que pourtant c'était un univers connu parce que justement, on allait pouvoir avoir un moment Dark Vador qui se pointait, mais que c'était pas le sujet du film, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut aller chercher. C'est voilà, qu'est-ce qu'on peut choper comme nouvelle manière de faire parce que justement tout ça a déjà été fait 50 fois. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau avec quelque chose qui ne l'est pas quoi. Ouais, et continuer à développer, réinventer et explorer peut-être des pistes qu'on a quasiment en face des yeux, qui sont évidentes une fois qu'on les a sorties, comme ces spin-offs, mais pour autant qui permettent d'avoir un nouveau volet et qui vont un peu plus loin. Comme Euh, le Spider-Man en anime est un super exemple. ouais, c'est Spider-Man, il y vrai. en avait eu 50, et puis brusquement, ils ont sorti Spider-Verse, et tout le monde a fait oh, finalement, Spider-Man, ça m'intéresse à nouveau parce que ça n'avait rien à voir. Et je pense que ça, des cassures comme ça, je prends le sujet, je le traite autrement, différemment, sans faire nécessairement des reboots, mais juste des extensions d'univers. Et Arcane, c'est la même chose, c'est brusquement, tiens, on fait une série d'un jeu vidéo, et il se trouve le moyen que même si on n'a pas joué au jeu vidéo, on se dit waouh, ça a l'air cool, c'est beau, il y a une histoire, c'est chouette, et ça, c'est intelligent, quoi.
Et ça peut donner un nouveau rebond et ça va de nouveau compléter ce que tu disais dans ce mélange en fait des disciplines où ces échanges vont se faire de manière beaucoup plus intelligente et plus fluide. C'est là où normalement ça va ouvrir d'autres voies et développer un peu la créativité de ces nouveaux univers et ces nouvelles histoires qui peuvent décliner de certaines et en inspirer d'autres. Cool. Tu t'en es quand même plutôt bien sorti pour quelqu'un qui savait pas ce qu'il voulait faire ou quel projet allait l'inspirer, n'empêche. Non, mais c'est rigolo et c'est pour ça que mais je le dirais peut-être en conclusion, il faut pas, enfin, il faut laisser aussi un peu voir les choses venir, quoi. Parce que j'ai eu la chance de bosser sur un Star Wars, j'ai jamais eu l'ambition ou l'envie je me suis jamais dit je commence ma carrière et si j'ai pas bossé sur Star Wars c'est foutu entre guillemets. C'est arrivé et j'avais presque honte quand ça m'arrive que du coup j'avais l'impression de pas mériter, quoi, de me dire mais il y a des gens qui feraient tout pour être à ma place et je le suis et je l'ai pas demandé et la vie pour moi la vie c'est un peu comme ça aussi, c'est des opportunités, des choses qui se créent pas, des échecs et c'est sans sombrer dans la philosophie à deux balles, hein, mais le plan de carrière, il n'existe pas dans nos secteurs où il y a tout qui change tous les 2 ans. Voilà, et il faut accepter de ne pas s'accrocher aux choses aussi, de pas s'accrocher à un software, de pas s'accrocher à... Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, comme tout se mélange et tout, voilà, tout ce qu'on fait a une utilité. Et on l'utilise, et des choses que j'ai fait il y a 10 ans, en fait, je les utilise aujourd'hui en me disant, mais oui, j'ai cette expérience, c'est pas perdu parce que j'ai changé de branche, tout mon background en animation, il m'est utile tous les jours, en fait. Je suis pas partie non plus élever des chefs, j'ai pas changé de vie à ce point-là qui fait que la 3D ne me sert à rien. Mais du coup, je pense qu'il faut vraiment garder cette ouverture d'esprit, de se dire, c'est bien d'essayer des trucs parce que il peut y avoir des surprises et c'est pas du temps perdu, en fait. C'est une belle conclusion avant l'heure. Ouais, désolée. Non, mais t'inquiète, je suis pas accrochée à l'ordre de mes questions. Mais c'est ça, accepter que ça va changer et la 3D a déjà énormément changé en 10, 15, 20 ans, 30 ans. On n'est personne pour prévoir ce que sera demain et en n'ayant pas ce plan de carrière, tu te laisses l'opportunité de te laisser guider aussi et de voir ce qui en découlera pour profiter et aussi t'inscrire par rapport à qui tu seras dans quelques années ou même demain. Et ça évite aussi des déceptions et des gens malheureux qui bosseront peut-être jamais sur le prochain Star Wars. Bon, a priori, il y en aura, mais encore faut-il réussir effectivement à être là au bon moment. Et voilà, hein, c'est compliqué. Cool. Écoute, je vais enchaîner et puis tu vas nous raconter un peu la suite. Sur les dernières questions pour conclure. Tu nous as parlé que tu étais revenu en France, mais où est-ce qu'on te retrouve, soit physiquement ou numériquement? Numériquement, je suis pas très réseaux sociaux. Enfin, je suis pas très réseaux sociaux. J'ai pas d'Instagram, d'ArtStation, de trucs. Voilà, j'ai un profil LinkedIn où on peut me contacter s'il y a besoin. Il y a pas de souci. Il y a mes travaux dessus aussi qui sont liés sur le Vimeo qui va avec, mais dont j'ai même pas l'adresse en tête. Donc il suffit de me chercher sur LinkedIn et vous trouverez. Et puis voilà. Et là, donc j'ai commencé niveau boulot. J'ai commencé donc chez Dark Matters il y a littéralement une semaine. Donc on est cette nouvelle solution de tournage qui s'est installée. On est dans le 91 au sud de la forêt de Sénart. Donc les plateaux sont en train de se monter et on va avoir une équipe sur place dédiée avec toute une partie créative. Donc je serai là pour les gens que ça intéresse. Il n'y en a pas beaucoup qui vont passer dans le coin par hasard, mais en tout cas voilà, on peut me joindre là-bas. Ouais, je mettrai les liens en description pour ceux que ça intéresse d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font et ce que tu vas du coup faire en leur compagnie. Et puis plein de beaux projets qui s'annoncent pour ce nouveau volet dans la suite de ton parcours et dans ta carrière. Merci. Dernière question, du coup, vu que la conclusion, on l'a déjà eue et je vais peut-être pas la refaire parce qu'elle était trop belle. Qui t'aimerais entendre sur des futurs épisodes que tu connais ou que tu ne connais pas, mais ça te ferait peut-être plaisir de les entendre? C'est une question auquel j'aurais eu besoin de préparation. Il faut que je réfléchisse pour te trouver des noms. Il y a plein de profils intéressants. Moi, j'aime bien, forcément dans mon entourage, j'ai beaucoup de gens qui ont fait comme moi un peu l'aller-retour, qui ont bossé en France, qui sont partis à l'étranger, que ce soit Londres, Montréal ou autre, et qui sont revenus et qui ont ensuite adapté leur manière de travailler, ont essayé d'amener un savoir-faire, sachant qu'à la base le savoir-faire il est chez nous puisque on a les meilleures écoles et qu'on s'est beaucoup expatrié et que maintenant on revient, et
que c'est quand même des schémas. Il y a beaucoup de monde qui revient en ce moment depuis le Covid, le Brexit et tous ces trucs-là. Et du coup, il y a cette espèce de communauté qui revient et qui a cette nouvelle génération aussi qui a envie de faire un petit peu bouger les choses, d'apporter des pratiques ou justement de revenir à des pratiques un peu plus à la française, mais en mêlant leur expérience en Angleterre. Et je pense que c'est des parcours aussi intéressants parce que c'est voilà, quoi qu'on fasse, partir à l'étranger ou pas, c'est quand même des choses qui sont enrichissantes humainement parlant et qui ramènent, on voit un peu comment c'est fait ailleurs et ça permet de venir changer un petit peu les choses comme on les fait en France aussi et de les bousculer un petit peu. Et donc je pense à des profils, j'ai une amie qui a fait beaucoup de compositing qui s'appelle Sandrine Monnier, je ne lui ai absolument pas parlé de tout ça, je ne sais pas si elle connaît le podcast, mais je pourrais lui parler parce qu'elle a un beau parcours, un très beau parcours en compositing. Et voilà, il faudrait que je réfléchisse à 2-3 autres profils que je pourrais te suggérer, qui ont fait des choses, un petit peu différentes aussi peut-être pour apporter voilà un regard un peu différent sur l'industrie. Carrément. Bah, la variété, c'est un peu le but, c'est de pouvoir compléter cette mosaïque avec des nouveaux portraits qui rajouteraient des nouvelles couleurs. Je reste toujours très très fan, donc avec grand plaisir. Super. Et puis avec ces parcours toujours plus variés, ce qu'on se rend compte au fil de l'eau, c'est que qu'importe les outils, les logiciels qui sont utilisés, c'est des expériences qui constituent derrière un bagage et qui enrichissent en fait tout simplement les artistes ou les gens pour derrière switcher de discipline, d'univers et construire la suite de leur parcours. Mais avec les outils, c'est juste un moyen. Mais derrière, on en fait ce qu'on peut. Exactement. Est-ce que tu voulais rajouter autre chose avant qu'on se quitte Non, parce que tu as fini avec un truc que je dis très souvent qui est surtout ne vous accrochez pas à vos outils parce qu'ils changent tout le temps et il faut s'accrocher au craft, à ce qu'on fait, à ce qu'on apprend, au cinéma, à l'animation, quel que soit le média qu'on aime et toute la culture qui va avec parce que ça c'est jamais perdu. Alors qu'effectivement, quand on apprend un logiciel pendant très longtemps, des fois on est très frustré, on n'a pas envie de changer parce qu'on se dit toutes ces années perdues. Mais c'est qu'un biais pour obtenir ce qu'on veut, donc il faut vraiment lâcher un peu prise sur ça parce que des fois à l'école on a tendance à nous mettre beaucoup l'accent là-dessus parce que les boîtes demandent des techniciens, on est là, on va pas se leurrer. Et c'est vrai que voilà, si on peut lâcher un peu les softwares et penser un peu plus à ce qu'on en fait et ce qu'on fait avec, je pense que tout le monde se portera pas plus mal. Cool. Deuxième très belle conclusion. Et puis surtout, un grand merci, Margot. C'est un bon épisode pépite. Je suis ravie d'avoir eu l'occasion de discuter avec toi. C'était super de pouvoir discuter et échanger de tout ça. Ouais, et puis tu as vraiment, je trouve, livré une vision totalement 360, pas seulement de la visualisation, mais aussi de ce qui se fait en production, que ce soit à côté tournage, mais aussi cinématique, avec l'arrivée du temps réel. Et ça donnera beaucoup de grains à moudre pour tous les petits moulins qui nous écoutent. Super. Tant mieux. Et puis je vous le dis à chaque fois, si vous avez adoré cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Normalement, vous l'avez adoré si vous êtes encore là. Donc je compte sur vous. Partagez l'épisode sur les Facebook et LinkedIn. Je vous fais confiance là-dessus. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Salut Margot. Salut Sandrine, merci beaucoup. Merci à toi.